Introduction à l'âge d'or islamique. Imaginez-vous traverser une ville où les rues résonnent des voix de marchands, de savants et de poètes, partageant des idées qui pourraient changer le monde. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'une scène tirée d'un roman fantastique ou d'un futur utopique. Mais en réalité, c'était la vie réelle de l'âge d'or islamique, une période qui s'étendait à peu près du 8e au 14e siècle, lorsque le monde islamique est devenu le centre du savoir, de l'innovation et de la culture. C'est une histoire de ville illuminée par l'apprentissage, de personnes poussées par la curiosité et de découvertes qui affectent encore nos vies aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette explosion de connaissances? Les racines se trouvent profondément dans la civilisation islamique primitive, où l'apprentissage et la curiosité n'étaient pas seulement encouragés, ils étaient aperçus comme une forme de culte. Le Coran lui-même met en avant à plusieurs reprises la quête du savoir, encourageant la réflexion, la remise en question et l'exploration du monde autour de nous. Les savants, qu'ils soient en mathématiques, médecine, astronomie ou philosophie, considérèrent souvent leur travail comme faisant partie d'un but supérieur, une manière de comprendre l'univers et leur place en lui. Mais cette soif de savoir n'est pas apparue de nulle part. Le monde islamique, qui s'étendait de l'Espagne à l'ouest jusqu'à l'Asie centrale à l'est, était stratégiquement situé le long des routes commerciales, connectant des cultures, des idées et des technologies. Cela a créé un environnement unique où les idées pouvaient circuler librement. Imaginez l'effervescence de Bagdad, la capitale abbasside, où les marchands apportèrent des épices et des tissus rares et où les savants apportèrent des livres, des rouleaux et des connaissances venues de tout le monde connu. Ce n'était pas simplement une ville, c'était un centre d'échange intellectuel et culturel. En parlant de Bagdad, l'un des symboles les plus emblématiques de l'époque était la maison de la sagesse, ou Bayt al-Hikma. C'est ici que les savants se réunissaient pour traduire des œuvres grecques, perses, indiennes et d'autres sources en arabe. Ils ne se contentèrent pas de traduire, ils élargissaient, critiquaient et enrichissaient ces connaissances. Par exemple, les textes sur les mathématiques et l'astronomie n'étaient pas simplement copiés. Des savants comme Al-Khwarizmi ont développé des concepts entièrement nouveaux, dont l'algèbre, qui constitue encore l'épine dorsale des mathématiques modernes. Et la médecine? Des pionniers comme Al-Razi et Ibn Sina ne se contentaient pas de préserver les savoirs des civilisations antérieures, mais ils réalisaient aussi des expériences, rédigeaient des encyclopédies médicales complètes et construisaient des hôpitaux qui servaient les patients de manière révolutionnaire pour leur époque. Ce n'était pas seulement une question de livres et d'idées. L'âge d'or islamique a également été une époque d'innovation dans la vie quotidienne. Des merveilles d'ingénierie, comme des systèmes d'irrigation avancés, des dispositifs mécaniques et même des horloges primitives, ont vu le jour dans les villes du monde islamique. L'architecture a aussi prospéré. Des conceptions complexes de mosquées et de palais aux bibliothèques et observatoires, les bâtiments eux-mêmes reflétaient une société qui célébrait à la fois le savoir et la beauté. Et puis il y avait les gens, les savants, philosophes et penseurs, qui sont devenus des légendes à part entière. Des figures comme Al-Farabi, Ibn Rushd, Averroès et Omar Khayyam n'étaient pas seulement des esprits brillants, ils étaient des conteurs, des éducateurs et des innovateurs qui ont fait le lien entre les cultures. Ils se sont livrés à des débats, ont écrit des commentaires et ont enseigné à des étudiants qui allaient répandre ces connaissances bien au-delà du monde islamique. Et c'est là un autre aspect fascinant de l'histoire, comment ces connaissances ont fini par pénétrer en Europe, contribuant à l'émergence de la Renaissance. Mais nous y reviendrons plus tard, lorsque nous explorerons l'héritage de l'âge d'or islamique. Les villes n'étaient pas seulement des centres d'activité intellectuelle, elles étaient aussi des foyers vivants et respirants de culture. Bagdad, comme mentionné, était l'étoile brillante, mais des lieux comme Cordoue en Al-Andalus, le Caire en Égypte et Samarcande en Asie centrale étaient tout aussi vitaux. Des bibliothèques ont été construites, des universités ont vu le jour, et les marchés prospéraient non seulement avec des biens mais aussi avec des idées. Les savants pouvaient passer des journées plongés dans des textes, débattant, expérimentant, ou simplement se promenant dans la ville, absorbant l'énergie d'une société qui célébrait la curiosité. Ce qui est particulièrement frappant dans l'âge d'or islamique, c'est l'esprit collaboratif. Le savoir n'était pas gardé secret ou réservé à une élite. Les savants d'horizons différents, musulmans, chrétiens, juifs et autres, travaillaient ensemble, partageant des idées et remettant en question les postulats. C'était une époque où l'apprentissage était un voyage collectif, où les idées circulaient
à travers les frontières et les cultures, aussi librement que les marchandises des marchands. Bien sûr, tout n'a pas été facile. L'instabilité politique, les conflits et le déclin éventuel de certaines de ces grandes villes nous rappellent que même les âges d'or peuvent s'estomper. Mais pendant ces siècles, le monde islamique a jeté les bases intellectuelles qui sont toujours pertinentes aujourd'hui. Nos livres d'algèbre, nos écoles de médecine et même la manière dont nous observons les étoiles doivent beaucoup à cette époque extraordinaire. Donc, en prenant du recul, l'âge d'or islamique n'a pas été simplement une période de grande réalisation à mémoriser dans les livres d'histoire. C'était un moment vibrant et dynamique où la curiosité était célébrée. L'apprentissage était une aventure partagée et les villes sont devenues des phares de savoir et de culture. De la traduction des textes anciens à l'invention de nouvelles idées, de la construction de bibliothèques magnifiques à la création de merveilles d'ingénierie, cette époque montre ce qui se passe quand une société valorise véritablement le savoir. Et à mesure que nous avançons dans cette série, nous allons plonger plus profondément dans les histoires de la Maison de la Sagesse, des incroyables savants qui ont changé le monde et des villes qui brillaient comme des phares de lumière. Vous verrez comment les découvertes faites il y a plus de 1000 ans résonnent encore dans nos vies aujourd'hui, façonnant la manière dont nous pensons, créons et explorons. Alors, accrochez-vous, car le voyage à travers l'âge d'or islamique ne fait que commencer. Mathématiques et astronomie. Imaginez lever les yeux vers le ciel nocturne, vous demandant ce qui se cache au-delà des étoiles, tout en essayant de résoudre une équation complexe qui pourrait changer la façon dont nous mesurons le monde. Durant l'âge d'or islamique, les mathématiciens et astronomes faisaient les deux, et leur travail n'était pas seulement abstrait, ils façonnaient la vie quotidienne, le commerce, la navigation et même l'architecture. Les mathématiques, en particulier, sont devenues un terrain de jeu pour l'innovation. Les érudits ne se contentaient donc pas d'accepter ce que les civilisations précédentes avaient découvert, ils en ont tiré parti. L'une des figures les plus célèbres fut Al-Khwarizmi, souvent appelé le père de l'algèbre. Avant lui, les calculs étaient compliqués et souvent liés à la géométrie ou à l'arithmétique simple. Al-Khwarizmi introduisit des méthodes systématiques pour résoudre les équations, créant un cadre qui rendait les problèmes complexes plus faciles à gérer. En fait, le mot algèbre vient de son livre Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala. Imaginez l'impact. Les marchands pouvaient calculer les échanges, les ingénieurs pouvaient planifier des structures, et les astronomes pouvaient prédire les mouvements célestes plus précisément, grâce à ces innovations. Mais les mathématiques ne se sont pas arrêtées là. La trigonométrie se développa rapidement à cette époque, en grande partie parce qu'elle était essentielle pour l'astronomie. Les érudits avaient besoin de moyens pour calculer les angles dans le ciel, les distances entre les étoiles, et les mouvements des corps célestes. Le sinus, le cosinus et la tangente, ces termes peuvent vous sembler familiers, furent formalisés et utilisés de manière à permettre aux astronomes de cartographier les cieux avec une précision jamais vue auparavant. Ces techniques n'étaient pas seulement théoriques, elles avaient les applications pratiques dans la navigation, surtout pour le commerce à longue distance à travers les déserts et les mers. L'astronomie elle-même fut un domaine majeur durant l'âge d'or islamique. Observer les étoiles n'était pas seulement une question de curiosité, c'était une nécessité. Une connaissance précise des cieux était cruciale pour déterminer les heures de prière, le début du Ramadan et la direction de la Mecque, ou Qibla. Mais les érudits allèrent de bien au-delà de ces applications religieuses. Ils construisirent des observatoires, développèrent des instruments sophistiqués comme des astrolabes, et enregistrèrent soigneusement les positions des étoiles et des planètes. Des villes comme Bagdad, Damas et plus tard Maraga devinrent des centres de recherche astronomique. Une figure intéressante est Al-Battani, dont les calculs précis des mouvements solaires et lunaires influencèrent à la fois l'astronomie islamique et européenne pendant des siècles. Il corrigea les erreurs précédentes dans les tables ptolémaïques, affina les méthodes pour calculer les éclipses et influença même Copernic des siècles plus tard. C'est un exemple parfait de la manière dont l'âge d'or islamique ne se contentait pas de préserver le savoir ancien. Il l'améliorait et l'étendait de manière à résonner à travers l'histoire. Les mathématiques et l'astronomie étaient aussi profondément liés à d'autres domaines. La géométrie aidait les architectes à concevoir des coupoles, des arcs et des motifs complexes dans les mosquées et les palais. L'algèbre et l'arithmétique soutenaient le commerce et la banque, permettant aux marchands de calculer efficacement les bénéfices, les taxes et les prêts.
Même la médecine en bénéficiait. Les mesures et calculs précis étaient essentiels pour préparer les dosages corrects de médicaments, comprendre les proportions du corps et réaliser des chirurgies. En résumé, ces domaines n'étaient pas isolés. Ils faisaient partie d'un réseau de savoir qui touchait chaque aspect de la vie. Il est fascinant de réaliser à quel point ce travail était collaboratif. Les érudits ne travaillaient pas seuls dans des pièces silencieuses. Ils débattaient, écrivaient des commentaires et voyageaient pour apprendre des meilleures têtes d'autres régions. Les idées traversaient librement les frontières culturelles et religieuses. Les mathématiques et l'astronomie grecque, perse et indienne furent traduites en arabe, puis affinées et améliorées. Cette collaboration créa une chaîne de savoir qui s'étendait de l'Espagne à l'Asie centrale, reliant d'innombrables civilisations. Un autre aspect remarquable était la créativité des mathématiciens islamiques. Ils explorèrent des problèmes pour le plaisir de la découverte, et non seulement pour une utilisation pratique immédiate. Ils pensèrent au nombre de manière abstraite, développèrent de nouvelles méthodes de calcul et expérimentèrent avec des concepts comme le zéro et le système décimal, qui eurent un profond impact sur les mathématiques mondiales ultérieures. Leur travail posa les bases de l'algèbre moderne, de la trigonométrie et même des algorithmes, la logique même qui alimente les ordinateurs d'aujourd'hui. Et n'oublions pas les outils qu'ils créèrent. Les astrolabes, les globes célestes et les sphères armillaires n'étaient pas simplement décoratifs. C'étaient des instruments précis pour l'enseignement, la navigation et la recherche. Les étudiants pouvaient apprendre l'astronomie de manière pratique, observant les étoiles et comprenant les principes mathématiques en temps réel. Imaginez un jeune érudit à Bagdad ou Cordoue, regardant le ciel nocturne, ajustant un astrolabe et calculant les positions des planètes, tout en réfléchissant à l'algèbre en même temps. C'était une approche globale de l'apprentissage qui mêlait théorie et pratique. L'impact de ces avancées fut énorme. La navigation à travers l'océan Indien, le commerce entre les continents et même la gestion du temps dans les villes s'améliorèrent grâce aux mathématiques et à l'astronomie. Le savoir ne resta pas confiné au monde islamique. Plus tard, les érudits européens accédèrent aux textes arabes, traduisirent et développèrent les découvertes de figures comme Al-Khwarizmi, Al-Battani et Omar Khayyam. Sans ces contributions, une grande partie de la science, de l'ingénierie et des mathématiques modernes pourrait être très différente aujourd'hui. Ainsi, l'histoire des mathématiques et de l'astronomie durant l'âge d'or islamique ne concerne pas seulement les chiffres ou les étoiles. Il s'agit de curiosité, de créativité et d'un profond désir de comprendre l'univers. Il s'agit d'érudits qui n'avaient pas peur de remettre en question, d'expérimenter et d'élargir le travail des autres. Et il s'agit d'une société qui valorisait ses pursuits tellement qu'elle consacra des villes entières, des bibliothèques et des institutions à leur développement. Au fur et à mesure de notre exploration de l'âge d'or islamique, nous rencontrerons de plus près certaines de ces brillants esprits, Al-Khwarizmi, Ibn Sina, Al-Razi, et verrons comment leurs contributions allèrent au-delà des mathématiques et de l'astronomie pour influencer la médecine, la philosophie et la culture. Mais pour l'instant, rappelez-vous ceci, chaque équation, chaque carte des étoiles et chaque calcul était une pierre angulaire, contribuant à créer un monde où le savoir illuminait les villes et guidait les sociétés. Ingénierie et architecture. Imaginez marcher dans une ville où chaque bâtiment, pont et voie navigable n'est pas seulement fonctionnel, mais aussi une œuvre d'art. Pendant l'âge d'or islamique, l'ingénierie et l'architecture n'étaient pas des disciplines séparées, elles étaient profondément connectées, mêlant mathématiques, sciences, esthétique et résolution pratique de problèmes. Des villes comme Bagdad, Cordoue et Samarra sont devenues des laboratoires vivants, montrant ce qui se passe quand la curiosité rencontre la créativité à grande échelle. L'ingénierie était omniprésente, des systèmes d'irrigation qui transformaient les déserts en terres agricoles, aux horloges à eau et aux dispositifs mécaniques conçus pour un usage public. Les savants et inventeurs étudiaient la mécanique, l'hydraulique et la géométrie pour concevoir des solutions qui facilitaient et amélioraient la vie. Par exemple, des roues à eau sophistiquées et des canaux permettaient aux agriculteurs de cultiver des récoltes loin des rivières, tandis que des aqueducs et des réservoirs approvisionnaient les villes en eau potable. Ces innovations n'étaient pas seulement des réalisations techniques, elles amélioraient la santé, l'économie et la qualité de vie de millions de personnes. L'architecture, quant à elle, reflétait à la fois la beauté et l'ingéniosité. Les mosquées,
palais et bâtiments publics n'étaient pas simplement des abris, ils étaient des symboles de culture, de pouvoir et de savoir. L'utilisation des arcs, des coupoles et des motifs géométriques complexes n'était pas arbitraire. Chaque design était soigneusement calculé en utilisant les principes des mathématiques et de la physique, garantissant la stabilité et l'harmonie. La grande mosquée de Samarra, avec son immense minaret spiralé, ou le dôme du rocher à Jérusalem, illustrent comment les architectes islamiques combinaient compétences en ingénierie et vision artistique. Un aspect remarquable de cette époque était l'intégration de la technologie et du design. Les architectes travaillaient en étroite collaboration avec les ingénieurs pour créer des structures qui étaient non seulement visuellement époustouflantes, mais aussi structurellement avancées. Des techniques comme les arcs pointus, les muqarnas, ornementations en forme de stalactites, et les grandes coupoles permettaient de vastes intérieurs sans sacrifier la solidité. Ces innovations influenceraient plus tard l'architecture européenne, y compris les cathédrales gothiques, montrant comment le savoir traversait les continents. L'ingénierie mécanique a aussi prospéré. Des inventeurs comme Al-Jazari ont conçu des automates, des dispositifs mécaniques qui se déplaçaient, jouèrent de la musique ou accomplissèrent des tâches automatiquement. Le travail d'Al-Jazari incluait des machines de levée d'eau, des horloges élaborées et même des robots programmables primitifs. Son livre des connaissances des dispositifs mécaniques ingénieux documentait ses inventions avec des illustrations précises, servant à la fois de guide pratique et d'inspiration pour les futurs ingénieurs. Imaginez voir une fontaine qui coule en motifs complexes, alimentée par des mécanismes astucieux. Des siècles avant les hydrauliques modernes, cela faisait partie de l'ingéniosité quotidienne de l'âge d'or islamique. L'aménagement urbain était un autre domaine où l'ingénierie et l'architecture se croisaient. Les villes étaient conçues que pour l'efficacité, la sécurité et la beauté. Les rues étaient tracées de manière logique. Les marchés étaient organisés pour gérer le commerce efficacement, et les bâtiments publics étaient placés stratégiquement. Bagdad, avec son plan circulaire et son palais central, illustre comment une planification soignée pouvait créer un environnement urbain fonctionnel et esthétiquement agréable. L'approvisionnement en eau, les égouts et les espaces publics étaient tous pris en compte, reflétant une approche holistique de la vie urbaine. Les ponts, les fortifications et les routes ont aussi montré la compétence de l'époque en ingénierie. Les ponts n'étaient pas simplement des dalles de pierre, ils incorporaient alors des arcs, des piliers et des fondations conçues pour résister aux inondations. Les forteresses se construites stratégiquement pour protéger les villes, combinant stratégie militaire et innovation architecturale. Les routes et les caravansérails facilitaient le commerce et les voyages, reliant les régions lointaines de l'Empire et assurant que les idées, les marchandises et les personnes pouvaient circuler efficacement. Ce qui est remarquable, c'est à quel point ces projets étaient interdisciplinaires. Les mathématiques, la physique, la chimie et même l'astronomie ont contribué à l'ingénierie et à l'architecture. Les calculs de poids, d'angles et de matériaux garantissaient la sécurité et la durabilité des structures. Le savoir provenant d'autres domaines, comme la chimie pour produire un mortier plus résistant ou l'astronomie pour aligner les bâtiments, était appliqué de manière pratique, montrant que l'apprentissage n'était pas cloisonné mais intégré. Les mécènes du savoir, comme les califes que nous avons évoqués précédemment, soutenaient ces projets, finançant des constructions à grande échelle et encourageant l'innovation. Les savants, les architectes et les ingénieurs collaboraient étroitement, échangeant des idées et testant de nouvelles méthodes. Ce soutien a créé une culture où la créativité était récompensée et l'expérimentation possible. Les villes sont devenues des vitrines de l'ingéniosité humaine, reflétant les valeurs de la société qui les a construites. L'héritage de l'ingénierie et de l'architecture islamique est immense. De nombreuses innovations, arcs, coupoles, dispositifs mécaniques et concepts d'aménagement urbain ont façonné les civilisations futures. Les architectes et ingénieurs européens se sont inspirés de ces réalisations, et même aujourd'hui, nous pouvons tracer les techniques modernes jusqu'à cette époque. C'est un témoignage de ce qui se produit lorsque le savoir, la créativité et l'application pratique se rejoignent. Ainsi, lorsque nous pensons à l'ingénierie et à l'architecture de l'âge d'or islamique, il ne s'agit pas seulement de bâtiments ou de machines. C'est l'histoire d'une société qui valorisait autant la résolution de problèmes, la beauté que l'innovation. C'est l'histoire de la curiosité appliquée à grande échelle, où chaque structure raconte une histoire de compétences, d'intellect et d'imagination.
Et à mesure que nous continuons à explorer cette époque, nous verrons comment ces réalisations se connectent à la littérature, l'art et la vie urbaine, montrant que l'âge d'or était une époque où le savoir éclairait chaque coin de la société. Al-Khwarizmi, le père de l'algèbre. Imaginez essayer de résoudre un problème mathématique difficile, sans méthode systématique, en devinant et en réarrangeant les chiffres, en espérant que cela fonctionne. C'était la réalité avant Al-Khwarizmi, le brillant mathématicien qui a changé le monde et qui a mérité le titre de père de l'algèbre. Son travail n'a pas seulement révolutionné les mathématiques de son époque, il a façonné la manière dont nous pensons encore aujourd'hui au nombre, au calcul et à la résolution de problèmes. Al-Khwarizmi vivait à Bagdad au début du IXe siècle, à une époque où la ville était pleine de savants, de commerçants et de penseurs venus de tout le monde islamique. Il travaillait à la Maison de la Sagesse, où les connaissances de la Grèce, de l'Inde et de la Perse étaient traduites, étudiées et élargies. Mais Al-Khwarizmi ne se contentait pas de lire ces textes, il les transformait. Il a pris les idées mathématiques des civilisations antérieures et a créé une approche logique et systématique pour résoudre les équations, une approche totalement nouvelle. Son œuvre la plus célèbre, Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hissab al-Jabr wal-Muqabala, a introduit le concept d'algèbre comme une branche distincte des mathématiques. Avant cela, résoudre des problèmes était souvent un travail au cas par cas, s'appuyant sur des méthodes géométriques ou des essais et erreurs. L'approche d'Al-Khwarizmi était révolutionnaire. Il a catégorisé les équations, développé des méthodes systématiques pour les résoudre, et a expliqué ces méthodes de manière claire pour que d'autres puissent les appliquer à des problèmes pratiques. Son travail a rendu les calculs complexes non seulement possibles, mais aussi compréhensibles. Ce qui est fascinant, c'est à quel point ces méthodes étaient pratiques. L'algèbre n'était pas seulement une théorie abstraite, elle avait des applications réelles. Les marchands pouvaient se calculer les profits et les pertes, les ingénieurs pouvaient se planifier des structures, les arpenteurs pouvaient mesurer la terre avec précision, et les astronomes pouvaient affiner leurs calculs. Le travail d'Al-Khwarizmi a transformé les mathématiques en un outil qui pouvait être appliqué dans de nombreux domaines, améliorant le commerce, l'architecture et les sciences simultanément. Une autre contribution importante fut son introduction du système numérique hindou-arabe, qui incluait le concept de zéro. Ce système a remplacé les chiffres romains encombrants et a rendu l'arithmétique beaucoup plus facile. Imaginez faire des multiplications, des divisions ou de grands calculs sans zéro. C'est difficile à imaginer aujourd'hui. Mais Al-Khwarizmi a contribué à la diffusion de ce système révolutionnaire, influençant le monde islamique et plus tard l'Europe. L'influence d'Al-Khwarizmi allait bien au-delà de Bagdad. Ses livres ont été traduits en latin au XIIe siècle, introduisant l'algèbre et le système décimal aux érudits européens. Le terme « algorithme », qui sous-tend l'informatique moderne, provient de la version latinisée de son nom, un hommage durable à ses méthodes de calcul systématique. Son travail a jeté les bases non seulement de l'algèbre, mais aussi du raisonnement logique, étape par étape, qui alimente la technologie d'aujourd'hui. Ce qui rend Al-Khwarizmi remarquable, c'est sa combinaison de théorie et de pratique. Il n'était pas un savant confiné à des pensées abstraites. Il voulait que ses connaissances soient utilisables, compréhensibles et applicables. Il écrivait clairement, avec des exemples, des explications et des méthodes que les étudiants et les professionnels pouvaient suivre. Cette clarté a rendu son travail influent pendant des siècles, et c'est pourquoi son nom est encore rappelé aujourd'hui comme un pionnier des mathématiques. L'impact d'Al-Khwarizmi met aussi en lumière l'environnement collaboratif de l'âge d'or islamique. Il s'est appuyé sur les connaissances antérieures, a appris de textes dans plusieurs langues et a contribué à une communauté intellectuelle dynamique. Bagdad, avec sa maison de la sagesse, a permis à des érudits comme lui de prospérer, combinant le soutien des mécènes, l'accès aux textes et une atmosphère de curiosité et d'expérimentation. Sans cet environnement, il est peu probable que l'algèbre se soit développée de la manière dont elle l'a fait. Même aujourd'hui, les étudiants qui apprennent l'algèbre suivent tous ses traces. Les équations, les variables et la résolution systématique des problèmes remontent aux méthodes d'Al-Khwarizmi. Ce qui nous semble simple aujourd'hui, résoudre x plus 3, 7, fait partie d'un héritage qui a commencé il y a plus de 1000 ans à Bagdad, dans une ville qui valorisait la connaissance, la collaboration et l'innovation pratique. Ainsi, lorsque nous pensons à l'âge d'or islamique, il ne s'agit pas seulement de villes, de bibliothèques ou même de savants en général.
Ce sont des individus comme Al-Khwarizmi, dont le travail a transformé la manière dont les êtres humains comprennent le monde. L'algèbre n'était pas simplement des mathématiques, c'était un nouveau langage pour penser logiquement, résoudre des problèmes et relier les connaissances entre les disciplines. Et tout a commencé avec un esprit brillant au cœur de Bagdad. Omar Khayyam et les érudits de la littérature. Imaginez-vous marchant dans un jardin à Nishapur ou à Samarcande, entouré du parfum des fleurs en fleurs et du bourdonnement des conversations, où des érudits débattent de philosophie, de poésie et des mystères de la vie. C'était le monde d'Omar Khayyam et des esprits littéraires de l'âge d'or islamique. Un monde où les mots étaient aussi puissants que les découvertes, et où la poésie n'était pas seulement un art, mais une manière d'explorer l'existence elle-même. Omar Khayyam est peut-être mieux connu en Occident pour sa poésie, notamment les Rubaiyat, mais il était bien plus qu'un poète. C'était un mathématicien, un astronome et un philosophe. Dans sa poésie, il se confrontait aux incertitudes de la vie, à la nature éphémère du temps et à la quête de sens de l'humanité. Pourtant, le travail de Khayyam n'était pas une simple introspection. Il reflétait un esprit formé à la logique, à l'observation et à l'étude du cosmos. Ses poèmes mélangent beauté et intellect, montrant que la littérature de cette époque était profondément liée à la science et à la philosophie. La culture littéraire de l'âge d'or islamique était vibrante et diversifiée. Les érudits et les poètes ne se limitaient pas à un seul genre ou domaine. Ils écrivaient des proses, des poèmes, des traités philosophiques, des récits historiques et même des guides pratiques. Des villes comme Bagdad, Cordoue et Le Caire sont devenues des centres où les écrivains, les philosophes et les penseurs se réunissaient, échangeant des idées et s'inspirant mutuellement. Les bibliothèques et les cours étaient des centres de développement littéraire, fournissant un accès à des textes du monde entier et encourageant la pensée originale. Les contemporains d'Omar Khayyam comprenaient des écrivains et des érudits qui ont contribué à une riche tapisserie littéraire. Ils ont exploré des thèmes allant de l'amour et de la spiritualité à la moralité, la politique et la nature humaine. La poésie était plus qu'un divertissement, c'était un moyen de questionner, de réfléchir et d'enseigner. À travers des métaphores, des allégories et des jeux de mots subtils, ces érudits transmettaient des idées complexes, de manière accessible, mémorable et émotionnellement résonante. Un aspect remarquable de la littérature de cette époque est son engagement avec la science et la philosophie. Contrairement à certaines périodes ultérieures, l'art et la connaissance n'étaient pas séparés. Un poète pouvait évoquer des phénomènes astronomiques, des idées philosophiques ou des dilemmes éthiques, alliant émotion et intellect. Omar Khayyam, par exemple, explorait des concepts mathématiques et la cosmologie en même temps que des réflexions sur le destin et le passage du temps. Cette synthèse montre à quel point l'apprentissage était interconnecté durant l'âge d'or islamique. La littérature reflétait aussi la vie sociale et politique. La satire, l'allégorie et le récit étaient des outils pour critiquer la gouvernance, le comportement humain et les normes sociétales. Les érudits utilisaient des histoires pour éduquer, divertir et inspirer. Même dans des poèmes célébrant la beauté ou l'amour, il y avait souvent une sous-couche de sagesse, de questionnement ou de réflexion morale. Les lecteurs n'étaient pas seulement divertis, ils étaient invités à penser, à réfléchir et à s'engager avec le monde. De plus, la tradition orale jouait un rôle important. Les poètes récitaient leurs œuvres lors de rassemblements publics, dans les cours ou sur les places de marché. La parole permettait à la littérature de toucher un large public, de diffuser des idées et d'inspirer des débats. Cet aspect performatif rendait la littérature une expérience commune, reliant érudits, dirigeants et citoyens ordinaires. L'héritage d'Omar Khayyam et de ses contemporains est durable. Leurs œuvres ont influencé non seulement le monde islamique, mais aussi l'Europe, en particulier pendant la Renaissance, lorsque les traductions de textes arabes ont introduit les lecteurs européens à de nouvelles idées, à la fois scientifiques et littéraires. La poésie, les récits et la prose philosophique de cette époque continuent d'être célébrés pour leur beauté, leur profondeur et leur perspicacité dans la condition humaine. Ce qui est frappant, c'est l'équilibre qu'ils ont atteint entre intellect et émotion. La littérature n'était pas séparée de la vie, elle en était l'essence même, reflétant la joie, la tristesse, la curiosité et la réflexion. Des érudits comme Khayyam ont montré que la poésie pouvait coexister avec les mathématiques, la philosophie et l'astronomie, illustrant l'approche holistique de l'apprentissage qui définissait l'âge d'or islamique.
Ainsi, lorsque nous pensons à Omar Khayyam et aux érudits littéraires de cette époque, nous pensons à plus que des poètes. Nous voyons des penseurs qui utilisent les mots pour explorer l'existence, communiquer la sagesse et relier les disciplines. Leur créativité, leur perspicacité et leur curiosité intellectuelle éclairent la richesse d'une civilisation qui valorisait la connaissance sous toutes ses formes, scientifiques, philosophiques et littéraires. Au fur et à mesure de notre voyage, nous explorerons d'autres figures remarquables et disciplines, en voyant comment l'esprit de découverte, de créativité et d'apprentissage a façonné une ère entière d'accomplissements humains. Cordoue, le bijou d'Al-Andalus. Imaginez-vous marchant dans les rues de Cordoue au Xe siècle, le soleil se reflétant sur les bâtiments blanchis à la chaux, les marchés bourdonnants de marchands venus d'Afrique, d'Europe et d'Asie, et les appels à la prière résonnant à travers une ville unique en son genre. Cordoue n'était pas simplement une ville, c'était le bijou d'Al-Andalus, un centre brillant d'apprentissage, de culture et d'innovation durant l'âge d'or islamique. L'ascension de Cordoue en tant que centre de connaissance n'était pas un hasard. C'était une ville où les dirigeants, les érudits et les citoyens valorisaient tous l'apprentissage. Les califes omeyyades d'Espagne ont investi massivement dans l'éducation, les bibliothèques et les institutions publiques. À son apogée, Cordoue comptait des centaines de mosquées, de palais et d'écoles, et certaines estimations suggèrent qu'elle avait plus de 400 000 habitants, une taille remarquable pour l'époque médiévale. L'architecture de la ville, ses rues et ses espaces publics reflétaient un engagement envers à la fois la beauté et la fonctionnalité, alliant prouesse technique et expression artistique. L'une des caractéristiques les plus remarquables de Cordoue était ses bibliothèques. Le calife Al-Hakam II aurait collecté des centaines de milliers de manuscrits, couvrant des sujets allant de la médecine et des mathématiques à la philosophie et à la littérature. Les érudits pouvaient étudier des textes grecs, romains, perses et indiens, tous traduits en arabe, aux côtés d'œuvres originales des penseurs locaux. Le savoir était accessible, préservé et en constante expansion. Imaginez entrer dans une bibliothèque où vous pourriez explorer les œuvres d'Aristote, de Galien et d'Al-Khwarizmi sous un même toit. C'était Cordoue. L'éducation prospérait dans les universités, les madrasas et les cercles d'études informels. Les étudiants apprenaient les mathématiques, l'astronomie, la médecine, la littérature et le droit, guidés par des enseignants qui encourageaient les débats et la pensée critique. La philosophie et la poésie n'étaient pas séparées des sciences. Elles s'entremêlaient, créant une culture où la curiosité intellectuelle était nourrie et célébrée. La ville est devenue un aimant pour les érudits, attirant des penseurs d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et même d'Europe. Cordoue était aussi une ville de tolérance et d'échanges culturels. Musulmans, chrétiens et juifs vivaient et travaillaient ensemble, partageant idées, connaissances et artisanat. Cet environnement multiculturel favorisait la collaboration et l'innovation. Les idées scientifiques voyageaient aux côtés des réalisations artistiques et littéraires, mêlant diverses influences pour créer quelque chose d'unique à l'Andalousie. La ville n'était pas seulement riche en or et en architecture, elle était riche en savoir, en créativité et en idées. La médecine et les sciences prospérèrent également ici. Des érudits comme Ibn Rushd, qui plus tard commenta Aristote, et des experts médicaux étudiaient et enseignaient à Cordoue, développant une compréhension avancée dans des domaines allant de l'astronomie à la pharmacologie. Les hôpitaux fournissaient des soins fondés sur l'observation empirique, l'hygiène et la responsabilité éthique, s'appuyant sur les traditions établies à travers le monde islamique. La ville était non seulement un centre culturel, mais aussi un centre d'innovation pratique qui améliorait la vie des gens. La grande mosquée de Cordoue se dresse comme un symbole de cette époque. Ses arches, colonnes et mihrabs, niches de prière, complexes, témoignent à la fois d'une maîtrise artistique et d'une habileté technique. Au-delà d'un lieu de culte, la mosquée représentait un accomplissement culturel et intellectuel, incarnant l'engagement de la ville envers l'harmonie, la beauté et la précision. Marcher à travers elle, c'était comme marcher à travers des siècles d'apprentissage, d'innovation et de dévotion. Le commerce et le marché ont encore enrichi Cordoue. Les marchés prospéraient avec des produits venus de pays lointains, des épices au textile, et la richesse générée soutenait l'éducation, les arts et les travaux publics. Le savoir, l'art et le commerce se renforçaient mutuellement, créant une ville dynamique et prospère où les idées pouvaient s'épanouir aux côtés de la richesse et des infrastructures. L'héritage de Cordoue, en tant que bijou d'Al-Andalus, perdure.
Ces bibliothèques, ces érudits et ces réalisations culturelles ont influencé tant le monde islamique que l'Europe. Les traductions de textes de Cordoue ont contribué à alimenter la Renaissance européenne, montrant comment les idées générées dans cette ville andalouse pouvaient résonner à travers les continents et les siècles. Ainsi, lorsque nous pensons à Cordoue, nous ne pensons pas seulement à son architecture, sa richesse ou son pouvoir politique. Nous pensons à une ville où le savoir était chéri, où érudits et étudiants prospéraient, et où la culture, la science et l'art se mêlaient harmonieusement. Cordoue incarnait l'esprit de l'âge d'or islamique. Curiosité, créativité, collaboration, et la conviction que l'apprentissage était un trésor bien plus grand que l'or, l'héritage de l'âge d'or islamique. Imaginez un monde où le savoir circulait librement entre les continents, où les érudits débattaient dans des villes animées, et où des découvertes en médecine, astronomie, mathématiques et philosophie transformèrent la vie pendant des siècles. Ce monde était celui de l'âge d'or islamique, une époque dont l'héritage continue de façonner le monde moderne, même si la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. L'âge d'or islamique ne se résumait pas simplement à des génies individuels comme Ibn Sina, Al-Razi ou Omar Khayyam. Il s'agissait d'une civilisation entière qui valorisait l'apprentissage, encourageait la curiosité et créait des institutions pour préserver et étendre le savoir. Des villes comme Bagdad, Cordoue, Le Caire, Samarcande, Boukhara et Damas sont devenues des centres d'érudition, chacune contribuant de manière unique à la médecine, aux mathématiques, à l'astronomie, à la littérature et à la philosophie. Ces villes n'étaient pas des îles isolées de savoir, elles étaient connectées par le commerce, les voyages et l'échange d'idées. Le savoir circulait aussi librement que la soie et les épices le long de la route de la soie, atteignant des terres de lointaines et inspirant les générations futures. Un des héritages les plus durables de cette époque est son impact sur les sciences et la médecine. Des érudits comme Al-Razi et Ibn Sina ont développé des approches systématiques du diagnostic, du traitement et de l'observation. Leurs œuvres encyclopédiques, telles que le Canon de la médecine et le Kitab al-Hawi, sont devenues des références tant dans le monde islamique qu'en Europe pendant des siècles. Al-Khwarizmi a jeté les bases de l'algèbre, tandis que des astronomes comme Al-Battani et Ulugh Beg ont affiné notre compréhension du cosmos. Les principes d'observation, d'expérimentation et de raisonnement logique établis à cette époque sont devenus les pierres angulaires de la science moderne. L'éducation et l'échange intellectuel étaient aussi des éléments essentiels de cet héritage. Des institutions comme la Maison de la Sagesse à Bagdad, l'Université Al-Azhar au Caire et les madrasas de Samarcande et Boukhara ont créé des systèmes pour enseigner, préserver et élargir le savoir. Ces centres étaient multiculturels, multilingues et interdisciplinaires, mêlant théologie et philosophie, littérature et mathématiques, éthique et sciences. L'approche de l'apprentissage, curieuse, holistique et rigoureuse, a été transmise à travers les générations, influençant les érudits du monde islamique et au-delà. Les réalisations culturelles de cette époque ont aussi laissé une marque durable. La littérature, la poésie, la philosophie et l'architecture ont prospéré aux côtés des progrès scientifiques. Des figures comme Omar Khayyam et Al-Farabi ont combiné la création artistique et les poursuites intellectuelles, montrant que l'art et la connaissance n'étaient pas séparés, mais complémentaires. Les villes sont devenues des salles de classe vivantes, où les rues, les mosquées, les marchés et les palais reflétaient à la fois la beauté et l'ingéniosité. L'esprit holistique de l'âge d'or islamique nous rappelle que l'innovation prospère souvent à l'intersection des disciplines. Peut-être l'un des aspects les plus significatifs de cet héritage est son influence sur l'Europe. Pendant le Moyen Âge et la Renaissance, les traductions des textes arabes ont permis aux érudits européens de découvrir la philosophie grecque classique, les mathématiques avancées, la médecine et l'astronomie. Des figures comme Thomas d'Aquin et Copernic ont été indirectement façonnées par le savoir préservé et enrichi par les érudits islamiques. L'âge d'or a créé un pont entre les civilisations antiques et l'Europe moderne, s'assurant que le savoir ne soit pas perdu, mais qu'il soit amplifié. L'âge d'or islamique nous enseigne aussi une leçon importante sur les conditions qui permettent au savoir de prospérer. La curiosité, l'ouverture d'esprit, le patronage. L'accès à l'information et une culture qui valorisait l'apprentissage étaient tous essentiels. Les érudits étaient encouragés à poser des questions, à remettre en question les suppositions et à explorer de nouvelles idées. La collaboration entre cultures et religions était courante,
montrant que le savoir prospère dans des communautés diverses et interconnectées. Même aujourd'hui, les échos de cette époque sont visibles. L'algèbre, les principes médicaux, les observations astronomiques et les idées philosophiques trouvent toutes leurs racines dans l'âge d'or. Les bibliothèques, les universités et les institutions scientifiques modernes doivent beaucoup à la vision de ces premiers érudits, qui croyaient que l'apprentissage était un trésor plus précieux que l'or. Ainsi, l'héritage de l'âge d'or islamique ne réside pas seulement dans les découvertes ou les textes laissés derrière, mais dans l'esprit de curiosité, la quête de savoir pour le bien de la société et l'interconnexion des idées à travers les cultures. Il nous rappelle que les civilisations prospèrent lorsque le savoir est valorisé, préservé et partagé, et que la quête de compréhension est un effort universel qui transcende les frontières et les siècles. L'âge d'or a peut-être pris fin il y a des siècles, mais son influence est intemporelle, éclairant le chemin pour des générations de penseurs, d'innovateurs et de rêveurs qui continuent de façonner le monde d'aujourd'hui. L'âge d'or islamique nous rappelle que la curiosité, le savoir et la collaboration peuvent changer le monde. Des érudits brillants aux villes dynamiques. Son héritage façonne encore nos vies aujourd'hui. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si nous embrassions le même esprit d'apprentissage. Quel érudit ou quelle ville vous a le plus inspiré? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de connaître votre point de vue. Les fondements du savoir dans la civilisation islamique primitive. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines civilisations semblent prendre un grand bond en avant, tandis que d'autres trébuchent d'un siècle à l'autre? Dans le cas de l'âge d'or islamique, ce bond n'était pas accidentel. Il était fondé sur des bases posées bien avant que Bagdad devienne une ville brillante de savoir. Pour comprendre comment cette époque dorée a commencé, il nous faut revenir aux racines de la civilisation islamique primitive et voir ce qui rendait le savoir si central dans la vie. Dès le début, l'apprentissage n'était pas seulement une compétence pratique, c'était une quête spirituelle. Le Coran encourage la réflexion, l'observation et la recherche de la compréhension. Il y a des appels répétés à lire et à chercher le savoir, ce qui a créé un environnement où la curiosité était respectée, voire célébrée. Contrairement à certaines cultures où la remise en question pouvait être découragée, les premiers musulmans étaient encouragés à explorer le monde naturel, à examiner le comportement humain et à étudier les civilisations passées. Le savoir était, en un sens, un acte de dévotion. Mais la dévotion seule ne suffit pas à créer un âge d'or. Ce qui a vraiment accéléré l'apprentissage, c'était la position unique de l'empire islamique dans le monde. S'étendant de la péninsule ibérique à l'ouest, aux confins de l'Inde à l'est, il se trouvait à la croisée des routes commerciales, des cultures et des idées. Les marchands, voyageurs et diplomates portaient plus que des marchandises. Ils transportaient des histoires, des technologies et des philosophies. Il est fascinant de penser qu'une ville comme Bassora ou Damas pouvait accueillir des textes venus d'Inde, de Perse et de Grèce en même temps, permettant aux savants de comparer, d'adapter et d'innover. Une étape cruciale pour poser cette fondation fut le mouvement de traduction. Les savants islamiques de l'époque ne voulaient pas simplement préserver les connaissances, ils voulaient les comprendre et les étendre. Les anciens textes grecs sur la philosophie, la médecine et les mathématiques furent traduits en arabe, souvent avec des commentaires qui amélioraient ou remettaient en question les idées originelles. Considérez cela comme un immense projet collaboratif à travers les siècles et les continents. En traduisant et en analysant ces œuvres, les savants pouvaient voir où les penseurs précédents avaient excellé, où ils s'étaient trompés et où de nouvelles idées pouvaient prendre racine. L'éducation était également étonnamment organisée pour l'époque. L'apprentissage ne se limitait pas à des réunions informelles à domicile. La civilisation islamique primitive a développé des écoles, appelées madrasas, ainsi que des bibliothèques qui sont devenues des centres de savoir communautaires. Les étudiants pouvaient y étudier le Coran, la loi, les mathématiques, la médecine et l'astronomie, souvent sous la direction de savants formés dans plusieurs disciplines. L'approche ne consistait pas à mémoriser des faits, elle visait à questionner, expérimenter et raisonner. À bien des égards, cette méthode a jeté les bases du type d'innovation qui allait définir l'âge d'or islamique. Un autre facteur important fut l'intégration de la science et de la vie quotidienne. Les savants ne considéraient pas le savoir comme quelque chose de séparé de la société, c'était quelque chose de pratique et d'utile. La médecine, par exemple, n'était pas seulement théorique, mais appliquée dans des hôpitaux et des cliniques qui servaient les villes entières. Les mathématiques aidaient à l'architecture,
L'astronomie guidait la navigation et les horaires des prières, et l'ingénierie créait des systèmes d'irrigation qui soutenaient de l'agriculture. L'apprentissage n'était pas abstrait, il avait des conséquences immédiates sur la vie des gens, ce qui a motivé encore plus la recherche et l'expérimentation. Le mécénat a également joué un rôle énorme. Les dirigeants, en particulier les califes abbassides, ont compris que financer des savants, des bibliothèques et des institutions n'était pas juste un luxe. C'était un moyen de renforcer leur empire. Des villes comme Bagdad sont devenues des aimants pour les talents intellectuels, car les dirigeants finançaient activement l'éducation, fournissaient des salaires aux savants et encourageaient les débats et discussions. Ce soutien a créé une culture où la curiosité n'était pas simplement tolérée, elle était récompensée. Et n'oublions pas l'aspect social du savoir. La civilisation islamique primitive valorisait le dialogue. Les savants se livraient souvent à des débats, écrivaient des commentaires sur les travaux des uns et des autres et voyageaient pour apprendre des meilleures têtes des différentes régions. Imaginez un savant de Bagdad visitant Cordoue, échangeant des idées avec les experts sur place et revenant chez lui avec de nouvelles perspectives. Cet échange constant a créé un réseau de savoir qui s'étendait sur plusieurs continents, ce qui est devenu l'une des raisons clés pour lesquelles l'âge d'or islamique fut si extraordinaire. Bien sûr, la religion et l'éthique étaient étroitement liées à l'érudition. Tandis que la quête du savoir était intellectuelle, elle était aussi morale. Les savants étaient encouragés à chercher la vérité, à agir de manière juste et à appliquer leur savoir pour le bien de la société. Ce cadre éthique a empêché le savoir de devenir purement égoïste. Il a créé une culture où les découvertes pouvaient servir l'humanité. Il est aussi intéressant de voir comment la civilisation islamique primitive a su équilibrer préservation et innovation. Ils respectèrent les connaissances des civilisations passées, mais ne se contentaient pas d'imiter. Les mathématiques, la médecine, l'astronomie et la philosophie étaient analysées, critiquées et développées. Cette combinaison de respect et de curiosité honorait ce qui avait précédé tout en osant l'améliorer, et ce qui a permis aux bases de soutenir des siècles de réalisations extraordinaires. En regardant en arrière, il est clair que l'âge d'or islamique ne s'est pas émergé de nulle part. Il a été bâti sur des bases soigneusement superposées. Encouragement spirituel à apprendre, position géographique stratégique pour l'échange culturel, éducation organisée, application pratique, mécénat, responsabilité éthique et esprit collaboratif. Sans ces éléments, l'explosion de savoir à Bagdad, Cordoue, le Caire et ailleurs n'aurait peut-être jamais eu lieu. Donc, à mesure que nous poursuivons notre voyage, rappelez-vous que chaque avancée scientifique, chaque débat philosophique et chaque merveille architecturale de l'âge d'or islamique a ses racines dans l'engagement de cette civilisation primitive envers l'apprentissage. De la traduction des textes grecs à l'application du savoir dans la vie quotidienne, ces fondations ont préparé le terrain pour une période où la curiosité est devenue une valeur sociétale et où les villes sont véritablement devenues des phares du monde. Plus tard, lorsque nous parlerons de Bagdad et de la Maison de la Sagesse, vous verrez exactement comment ces fondations se sont transformées en l'une des révolutions intellectuelles les plus extraordinaires de l'histoire. L'essor de Bagdad, la ville de la paix. Fermez les yeux un instant et imaginez une ville qui n'était pas simplement un ensemble de bâtiments, mais un aimant pour les idées, la culture et la curiosité. Un endroit où des érudits, des marchands, des poètes et des ingénieurs se retrouvaient, apportant avec eux des connaissances venues des coins les plus éloignés du monde connu. Cette ville était Bagdad, et pendant l'âge d'or islamique, elle a acquis une réputation qui résonne encore aujourd'hui. Elle était appelée Madinat al-Salam, la ville de la paix. Bagdad n'était pas simplement une ville qui existait par hasard, c'était un chef-d'œuvre soigneusement planifié. Fondé en 762 de l'ère chrétienne par le calife abbasside al-Mansur, son aménagement était unique en son genre. La ville était circulaire, avec le palais du calife et la grande mosquée au centre, symbolisant le cœur du gouvernement et de la religion. Autour d'eux se trouvaient des marchés animés, des ateliers et des quartiers résidentiels. Ce n'était pas simplement un urbanisme pratique, c'était une déclaration. Bagdad était conçu pour être le centre du monde islamique, tant sur le plan politique qu'intellectuel. Ce qui rendait Bagdad vraiment extraordinaire, ce n'était pas seulement son architecture, c'étaient les gens qu'elle attirait. Des érudits venus de Perse, d'Inde, de Grèce et d'ailleurs affluaient dans la ville. Les marchands apportèrent des produits exotiques, mais avec eux venaient des manuscrits, des instruments scientifiques et des idées. Imaginez-vous marcher dans une rue où vous pourriez entendre des conversations dans plusieurs langues,
des débats sur la philosophie dans un coin, des équations mathématiques résolues dans un autre, et de la poésie récitée par des poètes errants. C'était un chaos et une harmonie à la fois, une symphonie de curiosité. L'une des caractéristiques les plus remarquables de Bagdad était son engagement envers la connaissance. La ville abritait la légendaire Maison de la Sagesse, ou Bayt al-Hikma. Là, des érudits traduisaient des textes du grec, du sanskrit, du pahlavi et du syriaque en arabe, préservant des idées qui auraient autrement pu être perdues pour l'histoire. Mais Bagdad n'était pas seulement un lieu de copie, c'était un lieu de création. Des érudits comme Al-Khwarizmi ont développé l'algèbre, des astronomes ont cartographié les étoiles avec une précision sans précédent, et des médecins comme Al-Razi ont repoussé les limites de la compréhension médicale. La ville était vivante d'énergie intellectuelle. Ce qui est souvent négligé, c'est que Bagdad favorisait aussi une culture de collaboration. Les érudits n'étaient pas isolés dans leurs études, ils débattaient, correspondaient et enseignaient. Les bibliothèques n'étaient pas seulement des réservoirs de connaissances, elles étaient des lieux sociaux où les idées pouvaient s'être testées et partagées. Les étudiants parcouraient de longues distances pour étudier sous des maîtres renommés, créant un réseau de connaissances qui s'étendait à travers le monde islamique. Même les marchands et les artisans contribuaient, appliquant des innovations en architecture, en ingénierie et en technologie qui améliorèrent la vie quotidienne. Et l'influence de Bagdad ne se limitait pas au monde islamique. Les connaissances qui circulaient dans ces rues ont fini par parvenir en Europe, jetant les bases de la Renaissance. Mais à Bagdad même, il y avait un sentiment d'immédiateté. Les idées étaient vivantes, elles changeaient la société, inspirèrent des inventions et élevaient la culture. La ville était un centre non seulement pour les académiciens, mais aussi pour les poètes, les artistes et les musiciens, qui contribuaient tous à un écosystème culturel dynamique. Il est important de se rappeler que l'essor de Bagdad n'a pas été sans défi. Les intrigues politiques, les luttes de pouvoir et les conflits occasionnels ont mis la ville à l'épreuve. Pourtant, même en période de turbulence, l'engagement envers la connaissance et l'apprentissage a persisté. La vision des califes abbassides, qui comprenaient que la culture et l'intellect pouvaient être aussi puissants que des armées, a permis à Bagdad de rester un phare pendant des siècles. Un autre aspect fascinant de Bagdad était sa vitalité économique. La ville se trouvait à la croisée des routes commerciales reliant la Méditerranée, la Perse, l'Inde et l'Asie centrale. Cela apportait de la richesse, certes, mais aussi des idées, des technologies et des échanges culturels. Les artisans de Bagdad étaient inspirés par des produits et des techniques venues de terres lointaines, menant à des innovations dans les textiles, le travail des métaux et l'architecture. On peut presque voir les rues animées de marchands négociant des épices, tandis que des érudits débattent de la nature des étoiles. Mais peut-être que le legs le plus durable de Bagdad était son esprit d'ouverture. Des gens de différentes religions, origines et cultures vivaient et travaillaient côte à côte. Chrétiens, juifs, musulmans et d'autres contribuaient à la bourse des connaissances et à la culture. Ce pluralisme créait une atmosphère où la connaissance était valorisée au-dessus du sectarisme et où les idées pouvaient franchir les frontières librement. Il n'est pas surprenant que Bagdad soit devenu synonyme d'excellence intellectuelle. Lorsque nous pensons à Bagdad aujourd'hui, il est facile de l'imaginer simplement comme une ville historique. Mais pendant l'âge d'or, elle était bien plus que cela. Elle était un laboratoire vivant de pensée et de culture. Les rues et les marchés étaient des salles de classe. Les mosquées et les palais étaient des bibliothèques. Toute la ville semblait vibrer de curiosité. Et cette énergie ne restait pas confinée à Bagdad. L'influence de la ville se répandait dans d'autres centres de savoir comme Cordoue en Espagne, Le Caire et Samarcande. Souvenez-vous lorsque nous avons parlé des fondements du savoir dans la civilisation islamique précoce? Bagdad était là où ces fondements ont véritablement prospéré pour devenir quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Bagdad a atteint son apogée, elle était devenue plus qu'une simple ville, elle était devenue un symbole. Un symbole que la connaissance, la culture et la poursuite intellectuelle pouvaient coexister avec le pouvoir et la gouvernance. Elle apporte à montrer au monde qu'une ville pouvait être à la fois un centre politique et un carrefour lumineux de savoir, inspirant les générations à venir. Alors, au fur et à mesure que nous poursuivons ce voyage à travers l'âge d'or islamique, gardez Bagdad en tête. Ses rues, ses érudits et ses idées étaient le cœur battant d'une époque qui a changé le monde. Et dans les prochaines parties de notre histoire, nous nous plongerons plus profondément dans la maison de la sagesse, les érudits extraordinaires et les inventions incroyables
qui ont fait de Bagdad véritablement la ville de la paix, la maison de la sagesse, Beit al-Hikma. Imaginez un endroit où les plus grands esprits du monde se retrouvent sous un même toit, où les langues, les idées et les découvertes se croisent, et où le mot écrit devient un outil pour redéfinir l'avenir. C'était la maison de la sagesse, ou Beit al-Hikma, à Bagdad. Un lieu qui semble presque mythique aujourd'hui, mais qui était bien réel, et qui a changé le cours de l'histoire. La maison de la sagesse n'était pas simplement une bibliothèque, c'était un centre de recherche, d'apprentissage et d'innovation, établi durant le califat abbasside au IXe siècle. Bien qu'il soit impossible de connaître tous les détails de la vie quotidienne là-bas, les récits décrivent un environnement bourdonnant d'érudits, traduisant des textes, menant des expériences, débattant des idées et mentorant des étudiants. L'objectif était ambitieux, rassembler toute la connaissance du monde et l'étendre. Un des aspects les plus fascinants de Beit al-Hikma était son rôle dans la traduction. Les anciens textes grecs sur la philosophie, la médecine, les mathématiques et l'astronomie étaient traduits minutieusement en arabe. Les érudits ne se contentèrent pas de traduire, ils interprétaient, annotaient et corrigeaient. Imaginez lire Aristote ou Galien pour la première fois dans votre propre langue, mais avec des commentaires détaillés qui clarifient, remettent en question et même améliorent l'original. C'est cette combinaison de préservation et d'innovation qui a donné au monde islamique un énorme avantage intellectuel. Mais la traduction n'était que le début. La maison de la sagesse est devenue un laboratoire d'idées. Des mathématiciens comme Al-Khwarizmi ne se contentaient pas d'étudier les travaux existants. Ils inventaient des concepts entièrement nouveaux, tels que l'algèbre, les algorithmes et des méthodes qui forment encore le fondement des mathématiques modernes et de l'informatique. Les astronomes utilisèrent des instruments et des observations pour cartographier les étoiles, améliorant ainsi la navigation et les calendriers. Des médecins comme Al-Razi expérimentèrent des traitements, écrivirent des encyclopédies médicales et ont même contribué à la création des premiers hôpitaux. La maison de la sagesse était un lieu où la théorie rencontrait la pratique de manière à bénéficier directement à la société. Ce qui rendait cet endroit extraordinaire, c'était son esprit de collaboration. Des érudits de différentes régions, cultures et religions travaillaient ensemble. Musulmans, chrétiens, juifs et autres échangeaient librement leurs idées. Ce n'était pas un environnement compétitif au sens moderne, c'était une poursuite partagée de la compréhension. Imaginez un philosophe discutant d'éthique avec un mathématicien, tandis qu'un médecin prend des notes et qu'un traducteur capture chaque nuance. La connaissance n'était pas possédée, elle était nourrie et étendue collectivement. La maison de la sagesse favorisait aussi l'expérimentation. C'était une époque où la science n'était pas séparée de la vie quotidienne. Les mathématiques n'étaient pas seulement théoriques, elles étaient appliquées à l'architecture, à l'astronomie et au commerce. La médecine n'était pas seulement dans les livres, elle était pratiquée dans les hôpitaux. Les érudits étaient curieux de tout, des propriétés des produits chimiques au mouvement des planètes. Leurs découvertes étaient interconnectées, souvent débordant dans d'autres disciplines, créant un réseau de connaissances qui enrichissait toute la société. Et ce n'étaient pas seulement des sujets de haute culture. La littérature, la poésie et les études linguistiques étaient tout aussi importants. Les érudits collectèrent des textes provenant du monde islamique et d'ailleurs préservant des histoires et des philosophies qui auraient pu être perdues. Cet engagement envers la mémoire culturelle signifiait que les générations futures avaient accès aux trésors intellectuels du passé tout en construisant leur propre contribution. Il est aussi intéressant de noter comment les dirigeants soutenaient la maison de la sagesse. Les califes, en particulier Al-Ma'moun, comprenaient que la connaissance était une source de pouvoir. Ils finançaient des traductions, invitèrent des érudits de pays lointains et fournissèrent des ressources pour mener des expériences et des recherches. Le patronage n'était pas simplement de la générosité, c'était une stratégie délibérée pour faire de Bagdad, et par extension du monde islamique, un centre d'apprentissage capable d'influencer la politique, le commerce et la culture à l'échelle mondiale. L'impact de la Maison de la Sagesse s'est propagé bien au-delà de Bagdad. Les œuvres traduites ont finalement atteint l'Europe, influençant la Renaissance. Les concepts mathématiques, les textes médicaux et les idées philosophiques ont traversé les continents, façonnant la science et la pensée moderne. En un sens, la Maison de la Sagesse est devenue un pont entre les civilisations, reliant les connaissances anciennes aux nouvelles innovations qui ont changé le cours de l'histoire humaine. Cependant, ce qui rend Beit al-Hikma vraiment inspirant, ce n'est pas seulement les découvertes,
mais la philosophie qui le sous-tendait. La connaissance était poursuivie pour elle-même, pour le bien de l'humanité, et comme un moyen de comprendre l'univers. Les érudits étaient motivés par la curiosité, l'éthique et la conviction que l'apprentissage était une quête noble. Cet esprit a créé un environnement où les idées pouvaient s'épanouir sans crainte, où le questionnement était encouragé et où l'innovation était célébrée. Même aujourd'hui, la Maison de la Sagesse sert de symbole de ce qui est possible lorsque les sociétés valorisent l'apprentissage. Elle montre que, when curiosity is combined with collaboration, support and ethical purpose, knowledge doesn't just accumulate, it transforms civilizations. Les mécènes du savoir, califes et dirigeants. Lorsque vous pensez à un âge d'or, il est facile d'imaginer des érudits brillants, des inventions étonnantes et des bibliothèques imposantes. Mais derrière chaque époque de réalisations extraordinaires, il y a souvent un groupe de personnes qui rendent cela possible, les mécènes. Durant l'âge d'or islamique, ce furent les califes et les dirigeants qui comprenaient quelque chose que beaucoup de souverains oublient. Le savoir est une puissance, mais seulement si vous l'encouragez. Sans leur soutien, les rues de Bagdad, Cordoue et le Caire auraient probablement été remplies de marchands et d'artisans, oui, mais pas des idées brillantes qui influencent encore le monde aujourd'hui. Prenons Al-Mansour, par exemple, le fondateur de Bagdad. Il ne choisit pas un emplacement pour sa beauté ou son importance stratégique. Il voulait une ville qui serait le cœur d'un empire, un centre de savoir et de culture. En planifiant soigneusement la ville et en finançant son développement, il créa un environnement où les érudits, commerçants et penseurs pouvaient prospérer. Bagdad devint plus qu'une capitale, ce fut un aimant pour les talents. Les gens savaient que s'ils apportaient leurs idées ici, ils trouveraient des ressources, du soutien et un public avide d'apprendre. Puis, il y eut Al-Mamoun, peut-être l'un des plus célèbres mécènes du savoir de l'histoire. Il alla au-delà de la simple construction de la ville ou du soutien aux marchands. Il encouragea activement la recherche. Al-Mamoun fonda la Maison de la Sagesse, invitant des érudits du monde entier à traduire des textes anciens grecs, perses et indiens en arabe. Mais il ne se contenta pas de financer des traductions. Il encouragea les débats, les expérimentations et la recherche, créant une atmosphère où la curiosité était récompensée et où le courage intellectuel était célébré. Les érudits se sentaient valorisés, ce qui donna lieu à des percées incroyables en mathématiques, médecine, astronomie et philosophie. Ce qui est remarquable chez ces dirigeants, c'est que leur soutien ne se limitait pas à un seul domaine. Ils ne se contentaient pas de privilégier la science ou la littérature. Ils comprenaient que le savoir sous toutes ses formes pouvait renforcer la société. Les poètes et philosophes étaient soutenus aux côtés des mathématiciens et des médecins. Les érudits pouvaient écrire, enseigner, expérimenter et débattre sans crainte de persécution. Ce type de mécénat global créa une culture riche et dynamique, où l'apprentissage n'était pas un projet secondaire, mais une valeur fondamentale de la société. Le soutien financier était bien sûr crucial. Les bibliothèques, observatoires, hôpitaux et écoles nécessitaient des ressources. Mais il ne s'agissait pas seulement d'argent. C'était aussi un accès, une reconnaissance et une protection. Les califes payaient des salaires aux érudits, finançaient des voyages de recherche et parfois voyageaient eux-mêmes, posant des questions et participant à des débats. Cela créa un sentiment de communauté et de légitimité autour du savoir. Si un souverain le valorisait, la société emboîtait le pas. Il est intéressant de noter que l'influence de ces mécènes allait souvent au-delà des murs de la ville. Le soutien de Bagdad aux érudits signifiait que le savoir rayonnait au-delà. Les étudiants formés par des érudits bien financés voyageaient dans d'autres villes, répandant les innovations en mathématiques, médecine et philosophie. C'est ce qu'on pourrait appeler un effet d'onde intellectuelle. Le calife investit dans l'apprentissage, les érudits innovent, les étudiants voyagent, et soudainement, les idées se répandent à travers les continents. Sans ce mécénat initial, beaucoup de ces idées seraient peut-être restées locales, sans jamais toucher le monde extérieur. Mais le soutien n'était pas toujours purement altruiste. De nombreux califes reconnaissaient aussi les avantages politiques de parrainer le savoir. Une ville qui est un centre d'apprentissage et de culture gagne en prestige. Elle attire les talents, renforce le commerce et améliore même la diplomatie. Al-Ma'moun, par exemple, savait qu'une réputation d'excellence intellectuelle pouvait légitimer son règne, unifier son empire et attirer des érudits qui contribueraient à la croissance pratique et culturelle de la société.
Le mécénat était un outil à la fois de pouvoir et de progrès, une combinaison qui, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, peut créer quelque chose d'extraordinaire. Un autre aspect fascinant est la diversité que ces dirigeants encourageaient. Les érudits n'étaient pas limités par la religion ou la nationalité. Chrétiens, juifs, zoroastriens et autres travaillaient aux côtés des érudits musulmans pour traduire des textes, mener des expériences et enseigner des étudiants. Les dirigeants reconnaissaient que le talent ne connaît pas de frontières et qu'en ouvrant les portes à tous ceux qui cherchèrent le savoir, l'Empire pouvait accomplir bien plus qu'il ne l'aurait fait seul. Bagdad, Cordoue et le Caire devinrent des carrefours intellectuels où la collaboration entre cultures devint la norme. Bien sûr, tous les califes ou dirigeants n'étaient pas soutenants. L'instabilité politique, les rivalités et les dirigeants parfois myopes menaçaient parfois les progrès réalisés. Mais l'héritage des grands mécènes perdura. En fournissant des ressources, une protection et un respect pour l'apprentissage, ils établirent un modèle qui permit à l'âge d'or islamique de prospérer pendant des siècles. Leur vision nous rappelle que même les idées brillantes ont besoin de soutien pour se développer. Le talent seul n'est pas suffisant sans opportunité, encouragement et confiance. De bien des manières, l'histoire des califes et des dirigeants est une histoire de prévoyance. Ils comprenaient que l'investissement dans le savoir n'était pas seulement un luxe culturel, c'était un choix stratégique qui renforçait leur empire et enrichissait le monde. Sans leur vision, la maison de la sagesse serait peut-être restée un simple bâtiment. Bagdad une ville comme une autre, et d'innombrables innovations auraient pu être perdues pour l'histoire. Au fur et à mesure que nous poursuivons ce voyage, nous rencontrerons les brillants esprits qui prospérèrent sous ce soutien. Des érudits comme Al-Khwarizmi, Ibn Sina et Al-Razi. Nous verrons comment leurs découvertes en mathématiques, médecine et philosophie ont changé non seulement leur propre société, mais finalement le monde entier. Et rappelez-vous, tout a commencé parce que les dirigeants reconnurent la valeur du savoir et l'ont nourri, transformant des idées en un héritage qui brille encore aujourd'hui. Médecine et anatomie. Imaginez que vous entrez dans un hôpital il y a plus de 1000 ans, et au lieu de couloirs sombres ou de remèdes superstitieux, vous trouvez quelque chose de surprenantement moderne. Des médecins diagnostiquant des patients, des chirurgiens pratiquant des interventions minutieuses et des étudiants apprenant à partir de textes détaillés. Pendant l'âge d'or islamique, la médecine et l'anatomie n'étaient pas seulement des pratiques, elles étaient des disciplines en pleine transformation, jetant les bases des soins de santé tels que nous les connaissons aujourd'hui. L'histoire commence par un respect de la connaissance provenant à la fois des civilisations anciennes et des enseignements religieux. Les savants musulmans ne se contentaient pas de préserver les textes médicaux grecs, romains, indiens et perses. Ils les étudiaient, les remettaient en question et les enrichissaient. La médecine n'était pas de la mémorisation, c'était de l'observation, de l'expérimentation et de la documentation. Les chercheurs étaient encouragés à explorer le corps humain, à comprendre les maladies et à tester des traitements dans des contextes réels. Le résultat était une culture médicale vivante où l'apprentissage était appliqué directement à la vie et au bien-être. L'une des figures les plus célèbres de cette époque était Al-Razi, connu en Europe sous le nom de Rhazès. Il était médecin, chimiste et philosophe et a écrit plus de 200 livres. Son Kitab al-Hawi, ou livre complet de la médecine, compilait les connaissances des civilisations précédentes et y ajoutait ses propres observations. Ce qui rendait Al-Razi remarquable, c'était son insistance sur l'expérimentation minutieuse et l'observation attentive des patients. Il mettait l'accent sur l'hygiène, le régime alimentaire et les soins préventifs, et il traitait les patients en fonction des symptômes et des causes et non des superstitions. D'une certaine manière, son approche semble étonnamment moderne, presque comme un pont vers la médecine contemporaine. Ensuite, il y avait Ibn Sina, ou Avicenne, dont le canon de la médecine est devenu un manuel de référence dans le monde islamique et en Europe pendant des siècles. Il combinait la connaissance théorique avec des applications pratiques, abordant l'anatomie, la pharmacologie et la gestion des maladies. Le travail d'Ibn Sina n'était pas simplement académique, il guidait les médecins dans les hôpitaux, informait les pratiques de santé publique et éduquait des générations d'étudiants. Sa documentation minutieuse des symptômes, des diagnostics et des traitements montrait une compréhension de la médecine à la fois comme un art et une science. Les hôpitaux eux-mêmes étaient une innovation durant cette période. Appelées bimaristan, ces institutions n'étaient pas réservées aux riches. Elles servaient tous les membres de la société, quelle que soit leur religion ou leur statut.
Les patients étaient examinés minutieusement, traités par des méthodes fondées sur des preuves, et parfois même bénéficiaient de réadaptation ou de conseils. Les hôpitaux fonctionnaient également comme des centres d'enseignement, où les étudiants pouvaient observer, assister et apprendre directement auprès des médecins expérimentés. Imaginez un jeune étudiant à Bagdad observant Al-Razi réaliser des examens, prenant des notes minutieuses, puis s'exerçant sous supervision. La combinaison d'expériences pratiques et d'études académiques a permis de former des professionnels de la santé bien formés et profondément cultivés. L'anatomie, elle aussi, a fait d'énormes progrès. Les chercheurs étudiaient le corps humain par l'observation et la dissection, remettant en question certaines idées reçues, héritées des textes anciens. Bien que les normes religieuses et culturelles limitèrent certaines pratiques, ces pionniers ont tout de même trouvé des moyens d'examiner les organes, de comprendre les fonctions corporelles et de documenter leurs découvertes. Leurs diagrammes anatomiques, descriptions et classifications étaient suffisamment détaillés pour influencer les connaissances médicales pendant des siècles. La pharmacologie a également prospéré. Des chercheurs comme Al-Biruni et Ibn al-Baytar étudiant les plantes, les minéraux et d'autres substances naturelles pour développer des médicaments. Ils enregistraient soigneusement les doses, les méthodes de préparation et les effets, créant de vastes pharmacopées utilisées à la fois pour les traitements et pour des recherches ultérieures. Cette approche scientifique de la médecine, observation, expérimentation et documentation, était une marque de l'âge d'or islamique et la distinguait des pratiques médicales antérieures ailleurs dans le monde. Il est aussi fascinant de voir comment la médecine interagissait avec d'autres sciences. Les mathématiques aidaient à calculer les doses, la chimie informait la préparation des médicaments, et l'astronomie guidait le moment des traitements dans certains contextes. Le savoir n'était pas compartimenté, il circulait entre les disciplines, créant une approche holistique pour comprendre le corps humain et sa relation avec l'environnement. Ce qui rendait tout cela possible, c'était une société qui valorisait l'apprentissage et la collaboration. Les hôpitaux, les bibliothèques et les universités fournissaient une infrastructure. Les savants, les étudiants et les enseignants échangeaient librement des idées. Le patronage des califes et des dirigeants garantissait que des ressources étaient disponibles, tandis que l'ouverture culturelle permettait aux personnes de différentes religions et origines de contribuer. La médecine n'était pas simplement une profession, c'était une quête partagée pour comprendre et prendre soin de la vie humaine. L'impact de cette époque est difficile à surestimer. Les traitements développés durant l'âge d'or islamique ont influencé l'Europe pendant la Renaissance. Les hôpitaux sont devenus des modèles de soins à travers le monde, et des textes comme le canon d'Ibn Sina sont restés autoritaires pendant des siècles. Même aujourd'hui, nos approches de l'observation des patients, de la documentation clinique et de la pharmacologie résonnent avec les méthodes développées pendant cette période remarquable. Alors, quand nous pensons à la médecine et à l'anatomie de l'âge d'or islamique, il ne s'agit pas seulement d'une collection de noms ou de textes, c'est une histoire de curiosité, d'éthique et d'innovation pratique. Les chercheurs ne se contentaient pas de répéter ce qui avait été fait avant. Ils testaient, expérimentaient, observaient et amélioraient. Leur travail nous rappelle que la médecine, au mieux, est à la fois une science et une entreprise humaine, cherchant non seulement la connaissance mais aussi le bien-être de la société. En continuant notre exploration de cette époque, souvenons-nous de la façon dont ces découvertes étaient interconnectées avec les mathématiques, l'astronomie et l'ingénierie. Plus tard, nous verrons comment la philosophie, la chimie et les échanges culturels ont contribué à une société où l'apprentissage était une valeur centrale. L'âge d'or islamique n'était pas seulement une période d'individus brillants, c'était une époque où toute la civilisation a nourri la curiosité et l'innovation, créant un héritage qui affecte encore nos vies aujourd'hui. Philosophie et éthique. Imaginez un monde où les questions sur la vie, la moralité et l'univers n'étaient pas seulement chuchotées dans de petits cercles, mais débattues ouvertement dans des villes animées remplies de savants, de poètes et de penseurs. C'était la réalité pendant l'âge d'or islamique, une époque où la philosophie et l'éthique n'étaient pas séparées de la vie quotidienne, elles formaient la manière dont les gens pensaient, gouvernaient et même innovaient. La philosophie de cette époque n'était pas simplement une spéculation abstraite. Les chercheurs étaient profondément intéressés par la compréhension de l'existence, de la nature du savoir et du but de l'humanité. Ils étaient influencés par les philosophes grecs anciens comme Platon et Aristote, dont les œuvres avaient été traduites en arabe. Mais ils ne se contentèrent pas d'accepter ces idées telles quelles. Au lieu de cela,
Les philosophes musulmans les analysaient, les critiquaient et les développaient, les fusionnant avec la pensée islamique, la théologie et l'éthique. Prenez Al-Farabi par exemple. Connu sous le nom de deuxième enseignant après Aristote, il explorait comment les sociétés pouvaient fonctionner harmonieusement et comment les individus pouvaient atteindre l'excellence intellectuelle et morale. Al-Farabi ne se contentait pas de théoriser. Il liait l'éthique à la gouvernance, suggérant que les dirigeants devaient posséder sagesse et vertu pour guider efficacement leur peuple. Son travail a créé un pont entre la philosophie, la politique et la vie pratique, montrant que les principes éthiques n'étaient pas seulement des idéaux, ils étaient des outils pour construire une société meilleure. Ibn Rushd, ou Averroès comme on l'appelle en Occident, a poussé cela encore plus loin. Il est devenu célèbre pour ses commentaires sur Aristote, défendant la raison et l'enquête rationnelle tout en s'engageant avec la pensée religieuse. Ibn Rushd a soutenu que la philosophie et la religion n'étaient pas nécessairement en conflit. Elles pouvaient au contraire se compléter, aidant l'humanité à comprendre la vérité sous différents angles. Ses écrits ont influencé des savants en Europe des siècles plus tard, soulignant comment les idées de l'âge d'or islamique ont transcendé les frontières et les époques. L'éthique, elle aussi, était au cœur de cette quête intellectuelle. Les philosophes musulmans ne considéraient pas les questions morales de manière isolée. L'éthique était liée à l'éducation, à la gouvernance, à la responsabilité sociale et à la conduite personnelle. Les savants débattaient sur ce que signifiait vivre une vie vertueuse, comment la justice devait être administrée et comment les individus pouvaient équilibrer leurs désirs personnels avec le bien-être de la société. Cet accent mis sur l'éthique n'était pas seulement théorique, il guidait le droit, la médecine, les études et même les interactions quotidiennes. Ce qui est frappant dans la philosophie et l'éthique de cette époque, c'est l'accent mis sur la pensée critique. Les chercheurs n'étaient pas censés accepter l'autorité aveuglément. On les encourageait à remettre en question, débattre et raisonner. Cette approche a créé une culture intellectuelle où les idées pouvaient évoluer, où les erreurs pouvaient être reconnues et corrigées, et où l'innovation était possible dans de nombreux domaines, des mathématiques et de l'astronomie à la médecine et l'ingénierie. Fait intéressant, ces débats philosophiques n'étaient pas confinés à des études privées. Imaginez Bagdad ou Cordoue, où les savants se retrouvaient dans des espaces publics, des bibliothèques ou des mosquées pour discuter d'éthique, de politique et de science. Les étudiants apprenaient en observant les débats, en posant des questions et en formant leurs propres idées. La philosophie était une discipline vivante, reliée à la société plutôt qu'isolée dans des tours d'ivoire. La philosophie interagissait aussi avec d'autres sciences de manière fascinante. Par exemple, les considérations éthiques informaient les pratiques médicales, garantissant que les médecins traitèrent les patients avec soin et responsabilité. Les astronomes et les mathématiciens prenaient en compte à la fois la précision et le but, tandis que les philosophes politiques examinaient comment la gouvernance pouvait promouvoir la justice, la stabilité et le bien public. Le savoir était intégré, non compartimenté. L'influence de cette époque s'est étendue au-delà du monde islamique. Les savants européens du Moyen Âge et de la Renaissance ont rencontré ces textes, traductions et commentaires, ce qui a aidé à raviver la philosophie classique et à introduire de nouvelles idées éthiques. Sans des penseurs comme Al-Farabi, Ibn Rushd et leurs contemporains, le paysage intellectuel de l'Europe aurait pu se développer très différemment. L'âge d'or islamique a agi à la fois comme un pont et un catalyseur, préservant la sagesse tout en élargissant la compréhension humaine. Il est également important de noter la dimension personnelle de la philosophie. Les savants réfléchissaient à des questions qui demeurent profondément pertinentes aujourd'hui. Quel est le but de la vie? Comment devons-nous nous traiter les uns les autres? Comment la raison et la foi coexistent-elles? Leurs écrits n'étaient pas purement académiques. Ils cherchaient à naviguer dans l'expérience humaine, à vivre de manière réfléchie et à inspirer les autres à faire de même. Les poursuites éthiques et philosophiques de l'époque étaient soutenues par la société qui les entourait. Les dirigeants finançaient les savants, les villes fournissaient des espaces vibrants pour les débats, et les bibliothèques et institutions préservaient et partageaient les connaissances. Cela a créé une boucle de rétroaction. La société valorisait l'apprentissage, les savants produisaient du savoir, et leurs idées influençaient le gouvernement, la loi et la culture. La philosophie n'était pas séparée de la vie. Elle était intégrée, façonnant à la fois les individus et les communautés. Ainsi, lorsque nous pensons à la philosophie et à l'éthique de l'âge d'or islamique, nous voyons plus que de la pensée abstraite. Nous voyons une société qui valorisait le raisonnement,
la responsabilité morale et la quête de la vérité. Les savants n'étaient pas des rêveurs isolés, c'étaient des penseurs engagés dans des défis réels, guidés par la curiosité et la réflexion éthique. Leur travail a influencé des générations de scientifiques, de médecins, de poètes et de politiciens, et leurs idées résonnent encore aujourd'hui. En poursuivant notre voyage, souvenons-nous de la façon dont ces bases philosophiques se sont entrelacées avec les mathématiques, la médecine et l'astronomie. Plus tard, nous explorerons la chimie, l'ingénierie et la littérature, en voyant comment l'âge d'or islamique a nourri des esprits brillants et profondément réfléchis, créant une civilisation où la connaissance et l'éthique allaient de pair, chimie et alchimie. Imaginez un monde où les secrets de la nature ne sont pas cachés derrière des murs de laboratoire, mais explorés par des esprits curieux qui mélangent, chauffent et observent des substances à la recherche de la compréhension. Pendant l'âge d'or islamique, la chimie et son cousin mystique, l'alchimie, n'étaient pas simplement un passe-temps. C'était une quête disciplinée qui mêlait expérimentation, observation et parfois réflexion philosophique, posant les bases de la science moderne. Les premiers érudits islamiques ont hérité des connaissances des Grecs, des Indiens et des Perses. Les textes sur l'alchimie et les substances naturelles ont été traduits en arabe, mais les savants ne se contentaient pas de les copier, ils les remettaient en question, les testaient et les élargissaient. Ils cherchaient à comprendre les propriétés de la matière, comment les substances pouvaient être transformées et comment les réactions chimiques pouvaient être appliquées en médecine, métallurgie et dans la vie quotidienne. En essence, ils transformaient curiosité en savoir pratique. L'une des figures les plus influentes dans ce domaine était Jabir ibn Hayyan, souvent appelé le père de la chimie. Ses travaux décrivirent les techniques de laboratoire, les appareils chimiques et les méthodes systématiques d'expérimentation. Il introduisit des concepts comme la distillation, la cristallisation et la sublimation, qui devinrent des procédures standards dans les recherches scientifiques ultérieures. Ce qui est assez fascinant, c'est que Jabir abordait l'alchimie non seulement comme une quête mystique pour transformer les métaux vils en or, mais comme une étude des principes sous-jacents aux réactions chimiques. Son travail reliait philosophie, mysticisme et expérimentation pratique, une marque de l'approche holistique de l'époque vis-à-vis du savoir. La chimie à l'âge d'or islamique n'était pas confinée à la recherche abstraite. Elle avait des applications réelles. Les savants ont développé des médicaments, des parfums et des teintures, raffiné des métaux et même amélioré des processus industriels comme la fabrication du verre. La pharmacologie, que nous avons explorée plus tôt, dépendait largement de la chimie. Des savants comme Al-Razi étudiaient minutieusement les substances pour créer des traitements efficaces, démontrant l'intersection entre les connaissances chimiques et la médecine. Chaque expérience, chaque observation était liée à des résultats pratiques qui amélioraient la vie quotidienne. L'alchimie, bien que mystique dans certaines traditions, était abordée par les érudits islamiques de manière critique et systématique. Ils explorèrent des idées de transformation et de purification, non seulement dans les métaux mais dans les substances et processus de manière plus large. Ces investigations incluaient souvent une documentation détaillée, des mesures précises et une observation minutieuse, des pratiques qui anticipaient la méthodologie scientifique moderne. Même lorsque des objectifs mystiques étaient présents, la rigueur expérimentale de l'alchimie contribuait au progrès des techniques de laboratoire et à la compréhension chimique. La collaboration a également joué un rôle clé ici. Les savants partageaient leurs connaissances à travers des villes comme Bagdad, Damas, Le Caire et Cordoue. Les expériences étaient enregistrées dans des manuscrits qui circulaient largement, permettant à d'autres savants de les reproduire, les critiquer ou les améliorer. Cette ouverture a créé une culture de l'apprentissage et de l'innovation, où l'essai, l'erreur et la découverte faisaient tous partie du processus. L'âge d'or islamique ne se résumait pas à un génie isolé, c'était un réseau d'esprits propulsant le savoir ensemble. Les instruments étaient une autre avancée fascinante. Les savants ont conçu des alambics, des cornues et des appareils de distillation pour contrôler soigneusement les réactions chimiques. Ces outils n'étaient pas théoriques, ils permettaient des expérimentations précises, aidant les savants à comprendre les substances de manière inédite. L'attention aux détails et l'approche systématique étaient essentielles pour transformer l'alchimie d'une spéculation mystique en une discipline empirique qui influença la chimie européenne ultérieure. Il est aussi important de noter que la dimension philosophique de l'alchimie et de la chimie a joué un rôle dans la formation de la pensée intellectuelle plus large.
les savants se demandèrent sur la nature de la matière, la cause et l'effet, et les relations entre différentes substances, mêlant recherche empirique et réflexion philosophique. Cette combinaison de théorie et de pratique était une caractéristique distinctive de l'âge d'or islamique, montrant que la science et la philosophie étaient profondément liées et non des disciplines séparées. L'héritage de ces études chimiques et alchimiques est immense. Les techniques de distillation, les pratiques de laboratoire et les méthodes d'étude des substances ont été adoptées et développées plus tard en Europe, durant la Renaissance. L'accent mis par les savants islamiques sur l'expérimentation, l'observation minutieuse et la documentation a posé les bases de la chimie moderne, faisant le lien entre les connaissances anciennes et les méthodes scientifiques émergentes. Ce qui est remarquable, c'est à quel point la chimie était liée à d'autres domaines. Les mathématiques guidaient les mesures, la médecine reposait sur les préparations chimiques, et l'ingénierie appliquait les principes chimiques dans la métallurgie et les matériaux. Chaque découverte avait une signification pratique et théorique, reflétant une vision du monde où le savoir était intégré, collaboratif et intentionnel. Ainsi, l'histoire de la chimie et de l'alchimie durant l'âge d'or islamique n'est pas seulement celle de la transformation du plomb en or. C'est une histoire de curiosité, d'expérimentation minutieuse et d'une société qui valorisait profondément le savoir. Les savants ont transformé des idées héritées en nouvelles découvertes, mêlant philosophie, science et applications pratiques de manière à influencer encore aujourd'hui. En avançant, nous verrons comment cet esprit de curiosité et d'innovation a façonné l'ingénierie, l'architecture et la technologie, montrant que l'âge d'or islamique n'était pas seulement une époque d'idées, mais un moment où l'apprentissage éclairait chaque partie de la vie. Ibn Sina, Avicenne, médecine et philosophie. Imaginez un homme si brillant qu'il pouvait maîtriser la médecine, la philosophie, l'astronomie et la poésie avant que la plupart des gens ne terminent leur éducation aujourd'hui. Cet homme était Ibn Sina, connu en Occident sous le nom d'Avicenne. Vivant durant l'âge d'or islamique, il est devenu l'une des figures les plus influentes de la médecine et de la philosophie, laissant un héritage qui a façonné les sciences, l'éthique et l'éducation pendant des siècles. Ibn Sina est né en 1980 de l'ère chrétienne dans la région de Boukhara, dans l'actuel Ouzbékistan. Dès son jeune âge, il a montré une intelligence remarquable, mémorisant des textes complexes et absorbant des connaissances dans diverses disciplines. La médecine l'a fasciné dès le début, et à l'adolescence, il pratiquait déjà la médecine, diagnostiquant des patients et développant des traitements. Ses premières expériences de soins aux malades lui ont donné des aperçus pratiques qui alimenteraient pour si plus tard ses écrits monumentaux. La médecine était au cœur du travail d'Ibn Sina. Sa contribution la plus célèbre, Al-Qanun fi al-Tibb, ou le canon de la médecine, est devenue une référence standard pour les écoles de médecine, tant dans le monde islamique qu'en Europe, pendant plus de 500 ans. Le canon était révolutionnaire car il combinait théorie et pratique. Ibn Sina ne se contentait pas de lister les symptômes et les remèdes. Il expliquait les causes sous-jacentes des maladies, les méthodes de diagnostic et les approches systématiques des traitements. Il mettait l'accent sur l'observation, l'expérimentation et la logique, posant les bases de la médecine fondée sur les preuves bien avant que cela ne devienne un principe moderne. Ce qui est remarquable dans le travail médical d'Ibn Sina, c'est son approche holistique. Il considérait non seulement la santé physique, mais aussi le bien-être mental et émotionnel. Il écrivait sur le régime alimentaire, l'hygiène, les facteurs environnementaux et l'importance de l'équilibre dans le corps humain. Les hôpitaux et les médecins de l'époque pouvaient se fier à ces méthodes pour traiter tout, des infections aux maladies chroniques, rendant la médecine plus précise et plus efficace. Mais Ibn Sina n'était pas seulement un médecin, il était aussi un philosophe, profondément influencé par Aristote et d'autres penseurs grecs, mais il n'acceptait pas leurs idées aveuglément. Au contraire, il cherchait à réconcilier la raison et la foi, explorant la relation entre le monde naturel, l'esprit humain et le divin. Ses écrits philosophiques couvraient des sujets comme la métaphysique, l'éthique et la nature de la connaissance, offrant des cadres pour comprendre l'existence et la moralité. En philosophie, Ibn Sina soulignait l'importance de la logique, du raisonnement et du développement intellectuel. Il affirmait que les humains pouvaient comprendre le monde par l'observation et la contemplation. Cette approche influença non seulement la pensée islamique, mais aussi la philosophie médiévale européenne, notamment à travers les traductions de ses travaux en latin. Les érudits européens étudièrent ces traités pour comprendre la métaphysique, l'éthique
et la connexion entre la raison et la foi, montrant comment ces idées traversaient le temps et les cultures. La capacité d'Ibn Sina à combiner médecine et philosophie n'était pas seulement théorique, elle reflétait une vision du monde où les connaissances étaient interconnectées. Par exemple, soigner un patient n'était pas seulement question de guérir la maladie, il s'agissait de comprendre la personne dans sa globalité, y compris l'esprit, le corps et l'environnement. Ces réflexions philosophiques nourrissaient ses pratiques médicales et ses observations scientifiques enrichissaient son raisonnement philosophique. Cette perspective holistique était une caractéristique marquante de l'âge d'or islamique, où les disciplines étaient entrelacées plutôt qu'isolées. Ces écrits ont également inspiré des générations d'érudits. Les étudiants à Bagdad, Le Caire et Cordoue ont étudié ces textes, apprenant à raisonner logiquement, observer attentivement et appliquer les connaissances de manière pratique. Le canon de la médecine est devenu une pierre angulaire de l'éducation médicale dans les universités bien au-delà du monde islamique, influençant la pratique médicale européenne jusqu'à la Renaissance. De même, ces travaux philosophiques ont façonné les débats intellectuels du monde islamique et de l'Europe pendant des siècles. Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est le volume de son travail. Ibn Sina a écrit des centaines de traités sur des sujets allant de la médecine et la philosophie aux mathématiques, à la musique et à la poésie. Il incarnait l'idéal du polymathe, une personne dont la curiosité et l'intellect étaient sans limite, et dont les contributions couvraient les dimensions pratiques, théoriques et créatives du savoir humain. La vie d'Ibn Sina illustre également l'environnement collaboratif et soutenant de l'âge d'or islamique. Le patronage des dirigeants, l'accès aux bibliothèques et une culture qui valorisait l'apprentissage lui ont permis d'étudier, d'écrire et d'expérimenter. Bagdad et d'autres centres intellectuels sont devenus des lieux où des esprits extraordinaires comme le sien ont pu s'épanouir, échanger des idées, mentorer des étudiants et construire des héritages qui ont duré pendant des siècles. Ainsi, lorsque nous pensons à Ibn Sina, nous ne pensons pas seulement à un médecin ou à un philosophe. Nous pensons à un symbole de l'âge d'or islamique lui-même, une période où la curiosité, la rigueur et la responsabilité éthique se sont combinées pour créer des connaissances qui pouvaient servir à la fois à l'humanité et à la croissance intellectuelle. Son travail nous rappelle que l'apprentissage ne consiste pas seulement à acquérir des faits, mais à comprendre le monde, à questionner profondément et à appliquer les connaissances judicieusement. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers cette époque, nous explorerons d'autres savants et réalisations culturelles, en voyant comment des figures comme Ibn Sina faisaient partie d'une tapisserie plus large de découvertes, d'innovations et de créativité qui ont façonné toute une civilisation et continuent d'inspirer le monde aujourd'hui. Al-Razi, Rhazes, le grand médecin. Imaginez une époque où les médecins ne se contentaient pas de suivre la tradition, mais la remettaient en question, expérimentaient et documentaient tout ce qu'ils observaient. C'était le monde d'Al-Razi, connu en Occident sous le nom de Rhazès, l'un des plus grands médecins de l'âge d'or islamique. Son travail a transformé la médecine d'un simple ensemble de connaissances héritées en une science disciplinaire et observatoire qui a façonné les soins de santé pendant des siècles. Al-Razi est né en 854 de notre ère à Raï, près de l'actuel Téhéran, et s'est rapidement forgé une réputation d'intelligence et de curiosité. Il a d'abord étudié la philosophie et l'alchimie, mais la médecine est rapidement devenue sa véritable vocation. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Al-Razi croyait que l'observation minutieuse des patients et du monde naturel était la clé pour comprendre la maladie. Il ne se contentait pas de textes anciens, il examinait, testait et remettait en cause les idées médicales établies, mettant l'accent sur les preuves empiriques avant tout. L'une des contributions les plus célèbres d'Al-Razi est son Kitab al-Hawi, ou livre complet de la médecine. Cette immense encyclopédie compilait des connaissances médicales provenant de sources grecques, perses et indiennes, mais ne s'arrêtait pas là. Al-Razi y ajoutait ses propres observations, traitements et études de cas, en faisant un guide pratique pour les médecins. Il organisait les informations de manière claire, décrivait les symptômes en détail et fournissait des traitements systématiques, permettant ainsi aux médecins d'aborder la médecine de façon logique plutôt que de se fier à des conjectures. Al-Razi a également fait des percées dans la compréhension de certaines maladies. Il est crédité d'avoir distingué la variole de la rougeole, deux maladies souvent confondues à l'époque. En observant les motifs des symptômes, l'évolution de la maladie et les résultats des patients, il a pu identifier des différences invisibles aux praticiens précédents.
Cette méthode d'observation minutieuse et de classification est l'un des piliers de la médecine moderne, montrant à quel point sa pensée était avancée. Les hôpitaux ont grandement bénéficié de ces innovations. Al-Razi a travaillé à Bimaristan de Bagdad, ou hôpital, où il ne se contentait pas de traiter des patients, mais formait également de jeunes médecins. Il mettait l'accent sur l'hygiène, une nutrition adéquate et les soins éthiques, croyant que les médecins avaient un devoir moral envers leurs patients. Son insistance sur la compassion alliée à la rigueur scientifique a établi de nouvelles normes pour la pratique médicale. Ce qui est remarquable, c'est la manière interdisciplinaire du travail d'Al-Razi. Il s'est appuyé sur la chimie, la pharmacologie et la philosophie pour informer ses pratiques médicales. Il a expérimenté des composés chimiques pour créer des médicaments, enregistré des recettes détaillées et expliquer leur utilisation. Ces études des substances n'étaient pas seulement théoriques, elles visaient à améliorer la santé et les résultats des traitements, comblant le fossé entre la science et la médecine pratique. Al-Razi écrivait également pour un large public, mettant l'accent sur la santé publique et les soins préventifs. Il comprenait que la médecine n'était pas uniquement destinée aux riches ou à l'élite, mais à tout le monde. Ses livres contenaient des conseils sur le régime alimentaire, l'hygiène et le mode de vie, reflétant une approche holistique de la santé qui prenait en compte le corps, l'esprit et l'environnement. Cette accessibilité fait partie de ce qui a rendu son travail si influent à travers différentes cultures et siècles. Son influence s'est étendue bien au-delà du monde islamique. Le Kitab al-Hawi a été traduit en latin au XIIe siècle, devenant une référence clé pour les médecins européens. Ses idées sur l'observation systématique, l'expérimentation et les soins éthiques ont influencé l'enseignement médical pendant des générations, reliant les cultures et façonnant l'évolution de la médecine pour les siècles à venir. L'approche d'Al-Razi reflétait également l'esprit de l'âge d'or islamique. La curiosité, la pensée critique et l'application pratique étaient grandement valorisées. Les érudits étaient encouragés à questionner, expérimenter et innover, et les dirigeants fournissèrent des ressources et du soutien pour leurs travaux. Cet environnement a permis à Al-Razi et à d'autres de prospérer, créant des connaissances à la fois avancées et durables. De bien des manières, Al-Razi incarne l'idéal du médecin écrivain. Il combinait l'intellect avec la compassion, l'expérimentation avec une observation minutieuse et la théorie avec la pratique. Son héritage nous rappelle que la médecine n'est pas seulement une science, mais aussi une quête morale et intellectuelle visant à comprendre et améliorer la vie humaine. Ainsi, lorsque nous pensons à l'âge d'or islamique, il ne s'agit pas seulement de villes, de bibliothèques ou d'institutions, mais de figures comme Al-Razi, dont la curiosité, la rigueur et le dévouement ont transformé la médecine. Du diagnostic des maladies à la formation des générations de médecins, il a laissé une empreinte qui perdure encore aujourd'hui, montrant comment la connaissance, l'observation et les soins peuvent changer le monde. Al-Farabi et Ibn Rushd, Averroès, relier les cultures. Imaginez une époque où les idées ne restaient pas confinées à un seul endroit, mais voyagèrent à travers les continents, inspirant des débats, façonnant des sociétés et reliant des cultures de manière qui nous influence encore aujourd'hui. C'était le monde d'Al-Farabi et d'Ibn Rushd, deux figures imposantes de l'âge d'or islamique, qui ont relié la philosophie, la culture et la connaissance entre l'Est et l'Ouest. Al-Farabi, souvent appelé le deuxième maître après Aristote, était un philosophe, scientifique et musicien qui a vécu au IXe et Xe siècle. Il s'intéressait profondément à la nature de la société, de l'esprit humain et de l'éthique. Ce qui le rendait remarquable, c'était sa vision de la philosophie comme un outil pour la vie pratique. Il a exploré comment les individus pouvaient atteindre l'excellence intellectuelle et morale, et comment les dirigeants pouvaient se gouverner de manière juste, alliant idéaux éthiques et gouvernance pratique. En d'autres termes, Al-Farabi ne théorisait pas uniquement la vertu de manière abstraite, il voulait la voir appliquée dans les sociétés réelles. Al-Farabi a également travaillé à synthétiser la pensée philosophique grecque avec les enseignements islamiques. Il a traduit, interprété et élargi les œuvres de Platon et Aristote, montrant comment la raison et la révélation pouvaient coexister. Ses écrits ont jeté les bases de plusieurs siècles de réflexion philosophique, influençant à la fois le monde islamique et les érudits européens qui ont rencontré ces textes à travers des traductions. Il a exploré des questions comme « Comment une société doit-elle être organisée ? Comment une personne atteint-elle le bonheur par la connaissance et la vertu ?» Ces réponses alliaient logique, éthique et compréhension de la nature humaine de manière révolutionnaire. Ibn Rushd, ou Averroès comme il est connu en Occident,
a vécu quelques siècles plus tard en Al-Andalus, l'actuelle Espagne. Comme Al-Farabi, il a été profondément influencé par Aristote, mais il est devenu célèbre pour ses commentaires sur les œuvres d'Aristote. Ibn Rushd était un défenseur de la raison et de l'enquête rationnelle, insistant sur le fait que la philosophie et la religion n'étaient pas des ennemis, mais des chemins complémentaires vers la compréhension de la vérité. Son insistance sur la compatibilité de la foi et de la raison a permis aux érudits d'explorer la pensée critique sans abandonner leurs croyances spirituelles. Ibn Rushd a également abordé des questions pratiques concernant la loi, la société et la gouvernance, montrant comment les principes philosophiques pouvaient guider les décisions de la vie réelle. Il soutenait que le comportement éthique et la pensée rationnelle devraient façonner le leadership et l'organisation sociale, reliant ainsi la philosophie directement à la vie quotidienne. De cette manière, il a non seulement relié des idées, mais aussi des cultures, islamiques, grecques et plus tard européennes. Ses écrits ont été traduits en latin, influençant les penseurs médiévaux européens et suscitant des débats qui ont façonné la philosophie scolastique pendant des siècles. Ce qui est fascinant chez Al-Farabi et Ibn Rushd, c'est la manière dont ils ont rendu la philosophie pertinente. La philosophie n'était pas confinée à des livres poussiéreux ou à des débats abstraits. Il s'agissait de comprendre l'esprit humain, l'univers et la société, et d'appliquer cette connaissance pour le bien commun. Ils enseignaient que la raison, l'éthique et la culture pouvaient coexister, et que l'apprentissage des différentes civilisations, grecques, islamiques et au-delà, n'était pas seulement possible, mais essentiel. Leurs travaux reflètent également l'ouverture intellectuelle de l'âge d'or islamique. Les érudits étudiaient des textes dans plusieurs langues, débattaient des idées à travers les villes et valorisèrent la connaissance quelle que soit son origine. Cette ouverture a permis aux idées de voyager, de se transformer et d'influencer des cultures éloignées. À travers Al-Farabi et Ibn Rushd, la philosophie d'Aristote a trouvé une nouvelle vie, façonnée par la pensée islamique, puis a voyagé en Europe, reliant des siècles et des civilisations. Au-delà de leurs écrits, leur vie était des exemples de dévouement intellectuel. Ils s'engageaient avec les enjeux sociaux, politiques et culturels de leur époque, montrant que la philosophie n'était pas seulement théorique mais aussi pratique. Leurs œuvres continuent d'être étudiées aujourd'hui, nous rappelant que les questions d'éthique, de gouvernance et de raison sont intemporelles et que les cultures peuvent être se connecter à travers la quête partagée du savoir. Ainsi, lorsque nous pensons à Al-Farabi et à Ibn Rushd, il ne s'agit pas seulement de philosophie. Il s'agit de relier les cultures, de fusionner la raison avec la foi et de montrer comment les idées peuvent voyager et transformer les sociétés. Leurs contributions sont un témoignage de l'esprit de l'âge d'or islamique. Curiosité, dialogue et recherche de sagesse à travers les frontières. En avançant, nous explorerons d'autres domaines où cet esprit d'exploration a prospéré, de l'astronomie et des mathématiques à la littérature et à l'art, voyant comment la connaissance a illuminé les villes et relié les civilisations de manière remarquable. Le Caire et l'université Al-Azhar. Imaginez-vous en train de marcher à travers le Caire au Xe siècle, une ville vivante avec des commerçants, des érudits et des étudiants, où l'odeur des épices se mêle au bruit des débats des savants dans les cours. Au cœur de cette ville vibrante se trouvait l'université Al-Azhar, l'un des centres d'enseignement les plus anciens et influents du monde islamique, un lieu où la connaissance, la foi et la culture s'entremêlaient. Le Caire devint un centre d'apprentissage pendant le califat fatimide, qui fonda la ville en 969 après JC. Mais c'est l'université Al-Azhar, fondée peu après, qui consacra la réputation du Caire en tant que centre de savoir, initialement conçu comme un centre de théologie islamique. L'université s'étendit rapidement pour couvrir une large gamme de disciplines, y compris le droit, la philosophie, la littérature, la médecine et les sciences. Des érudits venus de tout le monde islamique se rendirent au Caire pour étudier, débattre et enseigner, créant une énergie intellectuelle palpable à chaque coin de la ville. Al-Azhar n'était pas seulement une université, c'était une institution vivante qui alliait éducation, recherche, conseil et service public. Les étudiants étudiaient le Coran, le hadith et la jurisprudence islamique, mais ils s'intéressaient également aux mathématiques, à l'astronomie, à la médecine et à la littérature. Les enseignants encourageaient la pensée critique, le dialogue et l'application pratique, veillant à ce que l'apprentissage ne se limite pas à la mémorisation, mais s'étende à la compréhension, à la réflexion et à la résolution de problèmes. Le modèle éducatif formait des érudits capables de devenir juges, conseillers
médecins et enseignants, des professionnels qui influençaient la société et la culture. La renommée du Caire ne résidait pas seulement dans Al-Azhar. La ville devint un creuset de savoir, de commerce et de culture. Ses marchés et ses rues bourdonnaient de marchands venus d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe, apportant non seulement des biens, mais aussi des idées, des manuscrits et des inventions. Les bibliothèques, les ateliers et les salles de conférences publiques soutenaient le savoir à tous les niveaux. Les souverains fatimides étaient des mécènes de l'apprentissage, finançant des recherches, des traductions et des projets de construction qui facilitaient l'éducation et la croissance intellectuelle. La médecine et la science prospéraient également au Caire. Les érudits appliquèrent les connaissances venues de tout le monde islamique, combinant études théoriques et applications pratiques. Les hôpitaux servaient à la fois de centres de traitement et d'institutions d'enseignement, où les étudiants apprenaient par l'observation et la pratique. Les contributions du Caire à la médecine reposaient sur les fondations posées par des érudits antérieurs tels qu'Ibn Sina et Al-Razi, assurant ainsi que le savoir continuait de croître et de se diffuser. Al-Azhar joua aussi un rôle crucial dans la préservation et la transmission du savoir. Des manuscrits venus des sources grecques, perses et indiennes étaient collectés, étudiés et traduits, faisant du Caire un pont entre la sagesse ancienne et les nouvelles découvertes. L'université devint un dépôt de la connaissance humaine, où les textes étaient non seulement préservés, mais activement interprétés, débattus et enrichis. Les étudiants et les érudits participaient à ce processus dynamique, garantissant que l'apprentissage restait vivant et en constante évolution. L'architecture du Caire et d'Al-Azhar reflétait la vitalité intellectuelle de la ville. Les mosquées, madrasas et bâtiments publics étaient conçus à la fois pour leur fonction et leur beauté. Les cours, les bibliothèques et les salles de conférences encourageaient l'interaction sociale et l'échange intellectuel. Le Caire lui-même devenait une salle de classe, une ville où chaque rue, chaque marché, chaque bâtiment pouvait enseigner quelque chose sur l'art, la culture ou la science. Une caractéristique remarquable d'Al-Azhar fut sa longévité. Au fil des siècles, elle s'adapta aux nouvelles idées, intégra diverses écoles de pensée et continua d'éduquer des générations d'érudits. Son accent sur le dialogue, le débat et la rigueur intellectuelle garantissaient que le Caire restait un centre d'apprentissage, même lorsque des changements politiques et sociaux balayaient la région. L'influence de l'université s'étendait bien au-delà de l'Égypte, façonnant l'érudition islamique à travers l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et au-delà. Le rôle du Caire dans l'âge d'or islamique montre comment une ville et une institution peuvent travailler ensemble pour favoriser la connaissance. Il ne s'agissait pas seulement de brillance individuelle, mais de créer un environnement où l'apprentissage était valorisé, nourri et partagé. L'université Al-Azhar devint un symbole de cette vision, un lieu où la quête du savoir était liée à la culture, à la foi et à la vie publique. Ainsi, lorsque nous pensons au Caire et à Al-Azhar, nous pensons à bien plus qu'une ville et une université. Nous voyons un témoignage vivant de l'âge d'or islamique, une société qui valorisait l'éducation, l'innovation et la collaboration intellectuelle. L'héritage du Caire nous rappelle que le grand savoir fleurit lorsque la curiosité rencontre l'opportunité et que la connaissance est célébrée comme un trésor partagé. Samarcande et Boukhara, centre de l'Asie centrale. Imaginez-vous debout au carrefour de la route de la soie, où commerçants, voyageurs et érudits convergent des quatre coins du monde. C'était Samarcande et Boukhara, deux joyaux de l'Asie centrale qui devinrent des centres vitaux de la connaissance, de la culture et des échanges intellectuels durant l'âge d'or islamique. Ces villes n'étaient bien pas seulement des carrefours commerciaux, elles étaient des salles de classe vivantes, des bibliothèques et des observatoires, où les idées circulaient aussi librement que la soie et les épices. Samarcande, avec son architecture époustouflante et ses bazars animés, était un centre d'enquête scientifique et d'échange culturel. Les érudits y étaient non seulement des mathématiciens et des astronomes, mais aussi des poètes, des philosophes et des médecins. La situation stratégique de la ville connectait la Chine, l'Inde, la Perse et le Moyen-Orient, permettant aux connaissances de voyager avec les marchandises. Des manuscrits dans de nombreuses langues circulaient dans ces bibliothèques, tandis que des érudits débattaient des idées qui influenceraient les générations à venir. Samarcande devint connu comme un lieu où la théorie rencontrait la pratique. Les calculs astronomiques, les études médicales et les projets d'ingénierie prospéraient aux côtés du commerce et de la diplomatie.
Boukhara, un peu à l'ouest de Samarcande, développa sa propre réputation en tant que centre d'apprentissage et de spiritualité. Ses madrasas et bibliothèques attiraient des étudiants venus de tout le monde islamique, faisant d'elle un pôle pour la jurisprudence islamique, la philosophie et la littérature. Là, les érudits pouvaient étudier à la fois les textes religieux et les ouvrages scientifiques, incarnant le mélange caractéristique de foi et de raison de l'âge d'or islamique. Les marchés et les cours de la ville soutenaient une culture intellectuelle vivante, où les idées étaient échangées autour d'un thé dans des places animées ou dans le calme des salles d'études. L'astronomie était particulièrement importante dans ces villes. Les observatoires de Samarcande permettaient aux érudits de suivre les mouvements célestes avec une précision incroyable, s'appuyant sur les travaux antérieurs de Bagdad et de Cordoue. Ulugh Beg, un souverain timouride et astronome, créa l'un des observatoires les plus avancés au XVe siècle. Ses tables astronomiques et ses observations étaient très précises, influençant tant l'astronomie islamique qu'européenne. Les érudits de Samarcande et de Boukhara ne se contentèrent pas de préserver le savoir, ils l'enrichissaient, alliant observation, mathématiques et théorie d'une manière qui façonna la compréhension du cosmos pendant des siècles. La médecine et les mathématiques prospéraient également en Asie centrale. Les médecins étudiaient les textes d'Ibn Sina et d'Al-Razi, tandis que les érudits locaux expérimentaient avec la pharmacologie, l'anatomie et les traitements pratiques. Les mathématiciens s'appuyaient sur les travaux d'Al-Khwarizmi, affinant l'algèbre et la géométrie, et appliquant les calculs à l'ingénierie, à l'architecture et au commerce. Les bibliothèques des villes préservaient et élargissaient les connaissances, faisant de Samarcande et Boukhara des maillons indispensables de la chaîne de l'âge d'or islamique. Ce qui distinguait ces villes, c'était leur rôle en tant que carrefour culturel. Les marchands apportaient non seulement des biens, mais aussi des histoires, des connaissances scientifiques et des traditions artistiques. La rencontre des influences perses, turques, arabes et même chinoises créait un environnement unique où l'érudition et la créativité prospéraient. La poésie, la calligraphie, l'architecture et la musique se développaient parallèlement aux recherches scientifiques, montrant que l'apprentissage en Asie centrale était holistique, alliant harmonieusement les arts et les sciences. L'architecture de Samarcande et Boukhara reflétait cette vitalité intellectuelle et culturelle. Les madrasas, mosquées et palais affichaient des motifs géométriques complexes, des travaux de faïence élaborés et des techniques d'ingénierie innovantes. Ces bâtiments n'étaient pas seulement des structures, mais des déclarations de génie humain, de précision mathématique et de vision esthétique. Se promener dans leurs cours ou passer sous leurs arches ornées, c'était comme traverser une ville de savoir, où la beauté et l'apprentissage coexistaient. L'influence intellectuelle de ces villes s'étendait bien au-delà de leurs frontières. Les étudiants formés à Boukhara ou Samarcande voyageaient à Bagdad, au Caire et à Cordoue, partageant leurs connaissances, leurs techniques et leurs découvertes. Inversement, les idées venues des centres islamiques circulaient vers l'Est, enrichissant les éruditions locales. Cet échange créa un réseau mondial d'apprentissage qui connectait l'Asie centrale au monde islamique et même à l'Europe, bien avant la communication moderne. Ainsi, lorsque nous pensons à Samarcande et Boukhara, nous ne pensons pas seulement à des villes commerciales le long de la route de la soie. Nous imaginons des centres d'apprentissage vivants, où l'astronomie, la médecine, les mathématiques, la philosophie et l'art prospéraient ensemble. Elles incarnent l'esprit de l'âge d'or islamique. Curiosité, innovation et quête de connaissances dans chaque aspect de la vie. Dans ces villes, l'apprentissage n'était pas confiné aux salles de classe ou aux bibliothèques. Il était vivant dans les rues, les marchés, les observatoires et les jardins, éclairant le chemin pour les générations futures. Damas, de capitale à centre culturel. Imaginez-vous déambulant dans les rues de Damas pendant l'âge d'or islamique. Des murs anciens, des marchés animés et les appels à la prière résonnant à travers une ville qui a été un centre de culture, de politique et d'apprentissage pendant des siècles. Damas n'était pas seulement une capitale, c'était un carrefour de civilisation où des érudits, des artistes et des penseurs se retrouvaient pour créer une vie intellectuelle dynamique. L'importance de Damas remonte bien avant l'âge d'or islamique, mais sous le califat omeyyadais, 661 à 750 de notre ère, la ville est devenue le cœur politique et culturel de l'Empire. Sa position stratégique reliait la Méditerranée, la péninsule arabique et la Mésopotamie, en faisant un centre pour le commerce, la diplomatie et les idées.
Les palais, les mosquées et les espaces publics reflétaient à la fois le pouvoir politique et la sophistication culturelle. Mais ce qui rendait vraiment Damas extraordinaire, c'était son rôle en tant que centre du savoir. Les bibliothèques et les institutions éducatives prospéraient à Damas. Les érudits collectaient et étudiaient des textes venant de Grèce, de Perse et d'Inde, les traduisant en arabe et les développant. La médecine, l'astronomie, la philosophie et la littérature fleurissaient. Les médecins étudiaient les travaux d'Al-Razi et d'Ibn Sina, tandis que les astronomes observaient les étoiles et affinaient les calendriers. La poésie et la littérature étaient tout aussi importantes, les écrivains explorant l'éthique, l'histoire et l'expérience humaine. L'apprentissage était holistique, alliant science, art et spiritualité. Damas devenait également un pont culturel. Ses érudits, marchands et voyageurs connectaient le monde islamique oriental à la Méditerranée. Les idées qui émergeaient à Bagdad ou à Cordoue passaient souvent par Damas, où elles étaient étudiées, appliquées et transmises. Cet échange de savoir renforçait l'âge d'or islamique, permettant aux découvertes de se diffuser à travers les continents. Les institutions médicales de la ville étaient particulièrement remarquables. Les hôpitaux ou bimaristans servaient à la fois de centres de traitement et d'établissements éducatifs. Les médecins formaient les étudiants à l'observation, au diagnostic et au traitement, en mettant l'accent sur des soins éthiques. Les érudits expérimentaient avec des médicaments et rédigeaient des ouvrages encyclopédiques, assurant que le savoir soit préservé et amélioré pour les générations futures. L'architecture de Damas reflétait sa richesse intellectuelle et culturelle. La mosquée des Omeyyades, avec ses mosaïques complexes, ses cours spacieuses et ses grandes salles de prière, symbolisait non seulement la dévotion religieuse, mais aussi les réalisations artistiques et techniques de la ville. Les bâtiments publics, les bibliothèques et les madrasas créèrent des espaces où les citoyens pouvaient s'engager dans l'apprentissage, débattre des idées et profiter d'activités culturelles. Le commerce et les échanges jouaient un rôle essentiel dans la vie intellectuelle de Damas. Les marchés étaient alors remplis de produits venant du monde islamique et au-delà, mais c'étaient aussi des lieux où les érudits et les penseurs se rencontraient pour discuter des idées. Les marchands transportaient non seulement des épices, des textiles et des métaux, mais aussi des manuscrits, des instruments scientifiques et des textes philosophiques. Le savoir voyageait avec le commerce, faisant de la ville un réseau vivant d'idées. Une des forces uniques de Damas était sa continuité. Contrairement à certaines villes qui ont rapidement monté et chuté, Damas a maintenu son importance culturelle et savante pendant des siècles. Des érudits, des poètes et des scientifiques continuaient de travailler, d'enseigner et d'innover, créant une tradition intellectuelle profonde qui mêlait héritage et idées contemporaines. Ainsi, lorsque nous pensons à Damas, nous voyons plus qu'une ville ancienne. Nous voyons un centre culturel où la politique, le commerce, la religion et l'apprentissage se croisaient pour créer un environnement intellectuel florissant. C'était une ville où les idées étaient nourries, débattues et partagées. Une ville qui illustre la richesse de l'âge d'or islamique. Damas nous rappelle que la diffusion du savoir dépend non seulement d'individus brillants, mais aussi de communautés dynamiques, d'institutions et de villes qui soutiennent la curiosité, l'érudition et la créativité. Son héritage en tant que centre culturel et intellectuel continue d'inspirer, des siècles après que ses rues aient résonné des pas des érudits et des poètes.